Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Nos débats de l'été avec vous, forcément, vous le savez, vous participez à cette émission. Je suis très ravi. Je suis ravi de vous retrouver encore une fois ce matin. On est ensemble jusqu'à 13h avec Maxime Trouleroux qui nous rejoindra à partir de midi. Forcément, l'actualité, on va y revenir tout au long de cette émission. Eh bien, c'est l'absence toujours de nouveaux premiers ministres. Les consultations qui doivent reprendre aujourd'hui. Qui pour Matignon? Comment sortir de l'impasse? Ça sera un peu notre question fil rouge tout au long de cette émission. Vous réagissez d'ailleurs, vous le savez, en temps réel. Alors, vous nous appelez au 0826 300 300. Manu vous attend au standard. Mais vous pouvez très bien aussi réagir tout simplement sur nos réseaux sociaux, notamment sur le compte Facebook de Sud Radio. J'aurai l'occasion de lire vos commentaires. Et puis, dans quelques minutes, on sera avec la maire d'une commune de Haute-Garonne qui pousse un coup de gueule. Elle envoie un courrier à Emmanuel Macron. Alors, pas pour parler de la situation ou pour donner un nom éventuel de nouveau Premier ministre au président de la République, pas pour lui soumettre cela, mais pour passer un coup de gueule. Elle dit voilà, élection législative anticipée, c'était pas prévu, forcément c'est des dépenses supplémentaires pour une commune comme la nôtre et c'est pas normal. On l'écoutera dans un instant, mais d'abord mon premier invité. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Et on revient sur ce drame, le choc après la mort d'un gendarme dans les Alpes-Maritimes. Hier soir, il a été percuté par un conducteur à la suite d'un refus d'obtempérer. C'était à la sortie de l'autoroute A8 du côté de Mougins. Le suspect a été finalement arrêté dans la nuit du côté de Cannes. Bonjour Bruno Bartocchetti. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci à vous en tout cas d'être présent avec nous pour revenir sur ce drame. Vous êtes le responsable de la zone sud du syndicat de police Unité. Avant d'évoquer le profil du suspect et puis les circonstances de ce drame, j'imagine que vos pensées vont d'abord vers ce gendarme et ses proches et que l'émotion est très grande au sein des forces de l'ordre, que ce soit les gendarmes ou les policiers. Complètement, évidemment, on connaît le travail de nos amis gendarmes et bien sûr des policiers. On sait que tout peut arriver à tout moment et lorsque un tel drame arrive, c'est beaucoup d'émotions d'un orange. J'imagine dans quel état psychologique doivent se trouver ses collègues proches qui étaient avec lui sur le lieu de cet homicide. Je pense bien sûr à ses enfants, 12 et 16 ans, à sa femme. C'est affreux. C'est vraiment beaucoup d'émotions. Ça, c'est la première. Et la deuxième émotion, c'est la colère, bien évidemment, comme vous en doutez, à l'endroit de ce chauffard et de tous ces chauffards qui ne sont pas dans des refus d'obtempérer, qui sont tout simplement des criminels. Quand on force un barrage, eh bien, c'est qu'on est capable de tuer parce que la voiture devient une arme par destination. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est 25 000 refus d'obtempérer en France tous les ans. C'est insupportable. On doit requalifier ces refus d'obtempérer, ne plus parler de refus d'obtempérer, mais d'homicide, tentative d'homicide volontaire. Et ça s'est traduit par la mort d'un gendarme hier, dans les circonstances qu'on connaît. On va revenir là-dessus sur cette question du refus d'obtempérer et de comment le punir. Est-ce que la législation aujourd'hui est suffisamment dure? Précisons un petit peu le profil du suspect qui a été arrêté du côté de Cannes. C'est un Cap-Verdien de 39 ans, je crois, qui est en situation régulière en France. Son profil, il interroge, Bruno Bartocchetti. Il interroge parce qu'il était déjà connu pour de nombreux faits de délit routier, de refus d'obtempérer. Et puis, on l'a appris également il y a quelques minutes, il a été contrôlé positif à l'alcool. J'imagine que ça vous met en colère. C'est un véritable scandale que cet individu-là ait pu rouler hier. C'est plus qu'un scandale, oui, bien sûr, c'est insoutenable. Comment aujourd'hui un tel individu puisse évoluer avec sa voiture alors qu'il est connu pour des violences, il est connu pour des refus d'obtempérer. Alors bien sûr, on ne peut pas retirer un permis à vie, mais comment est-ce possible aujourd'hui que les sanctions ne l'ont pas dissuadé? Tout simplement parce qu'elles étaient pas assez hautes. Voilà, tout simplement parce qu'un refus d'obtempérer, c'est 2 ans maximum. Non, un refus d'obtempérer, ça doit être requalifié, on doit y revenir dessus. Et c'est vrai que nous sommes très en colère si on lui avait fait comprendre avec une sanction plus lourde qu'il n'avait pas à circuler
alcoolisés ou s'ils n'avaient pas foncé sur des policiers ou des gendarmes lors d'un contrôle, eh bien, on n'en serait pas là. Et malheureusement, la sanction, il faut qu'elle soit aussi dissuasive. Bien sûr qu'il doit y avoir une sanction. Elle a été augmentée, cette sanction, c'est important de le préciser, pour un refus d'obtempérer. Je parle d'un refus d'obtempérer simple. On est passé de 3 mois à 2 ans de prison. On a eu quand même une certaine prise de conscience tout de même de la part des autorités, non ? Vous voyez, vous me dites que vous me parlez, ne m'en veuillez pas, je vous reprends, des refus d'obtempérer simples. Je ne sais pas ce que ça veut dire, moi. Je ne sais pas ce que ça veut dire un refus d'obtempérer simple. Moi, je dis qu'un refus d'obtempérer, c'est mettre la vie des gens en péril, des policiers, des gendarmes et des passants. Et bien sûr qu'il y a peut-être une prise de conscience de la part des autorités, mais il va falloir aller plus loin. En 15 ans, vous avez 2,5 fois plus de refus d'obtempérer qui sont, pour moi, des homicides, tentatives d'homicide volontaire. Donc, il faut aller beaucoup plus loin. La sanction doit être beaucoup plus lourde. Il doit y avoir un autre travail là-dessus. Puis, en France, aujourd'hui, c'est le policier qui a une pression juridique sur les épaules et qui viennent travailler avec la pression, et puis les criminels ne l'ont pas, cette pression. On a quand même un problème. Alors là, on parle de ces violences, de ces criminels de la route, mais c'est malheureusement sur beaucoup de sujets comme ça, où on se rend compte que la sanction, si on voulait qu'il y ait moins de sanctions en France, eh bien lorsqu'elles doivent être prononcées, elles doivent être, à mon sens, beaucoup plus lourdes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas à endiguer ce fléau, c'est parce qu'on ne met pas suffisamment les moyens, on n'a pas assez de volonté finalement de vouloir les endiguer? Disons que ça manque d'une volonté politique comme sur beaucoup de sujets. Je ne vais pas, pointer du doigt systématiquement la justice en disant elle ne fait pas son travail. La justice, elle fait le travail avec les moyens qu'elle a. Et donc, si on lui donnait plus de moyens pour sanctionner, s'il y avait plus de possibilités pour faire comprendre à ces criminels qui ne doivent pas recommencer, je crois qu'on pourrait peut-être freiner. Évidemment, il y aura toujours des criminels sur le territoire, mais je pense qu'on pourrait freiner cette évolution. Quand je parle du refus d'obtempérer, où on en a 2,5 fois plus qu'en 15 ans, c'est qu'il y a quand même un gros malaise, un gros problème dans notre société. Toutes les 20 minutes, vous avez un refus d'obtempérer en France. C'est incroyable, c'est insupportable. Pour revenir à ce qui s'est passé cette nuit, le suspect a finalement été arrêté. J'imagine qu'il est entendu en ce moment même par les forces de l'ordre. Juste en quelques mots, revenir sur la manière dont il a été interpellé cette nuit, parce qu'il avait pris la fuite. Voilà, il avait pris la fuite, il savait que de toute façon il ne pourrait pas échapper à la pression des policiers et des gendarmes, il ne pouvait pas circuler sans être interpellé. Donc il a, à ma connaissance, sauf erreur de ma part, mais il a compris qu'il fallait qu'il se rende vers un service de police ou de gendarmerie. Il a été interpellé devant un service où il venait se constituer prisonnier. Mais c'est la moindre des choses. Ce qu'on va retenir surtout, c'est cette fuite lâche, cette action très lâche de sa part, en fonçant sur un policier. Et là, il va répondre de son acte et puis, bien sûr, traduit devant la justice. J'espère qu'il va être très, très, très lourdement sanctionné. Je précise que le gendarme qui a été abattu, qui a été tué hier, était un gendarme expérimenté du peloton autoroutier de Mandelieu-la-Napoule. C'était un homme âgé de 54 ans, marié et père de 2 enfants âgés de 12 et 16 ans. Merci à vous, Bruno Bartocchetti, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le responsable de la zone sud du syndicat de police Unité. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. 10h10 sur Sud Radio, un tout autre sujet. Maintenant, le coup de gueule d'une maire, celle de Pibrac, commune de moins de 10 000 habitants, située en Haute-Garonne, près de Toulouse. Bonjour Camille Pouponneau. Bonjour à tous. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Merci d'être avec nous ce matin, Madame la maire. C'est une élue en colère, j'ai envie de dire, que je reçois. Vous vous insurgez, en l'occurrence, contre les dépenses imprévues engendrées par les élections législatives anticipées, mois de juin, mois de juillet. Vous avez décidé d'interpeller directement le président de la République en lui envoyant une lettre, un courrier. Racontez-nous, qu'est-ce qui vous a décidé, Camille Pouponneau, écrire au chef de l'État ?
Je suis pas en colère, j'aimerais juste participer à la prise de conscience des uns et des autres. La première de ces prises de conscience, c'est que quand on lance une grenade dégoupillée dans les pieds de quelques-uns, il y en a qui prennent les éclats, et en l'occurrence c'est nous, les communes, puisque on a dû de manière très opérationnelle organiser en 3 semaines ces élections. On sait faire et on n'a aucune difficulté à participer à la vie démocratique. Simplement, la démocratie n'a pas de prix, mais elle a un coût, et en l'occurrence c'est les communes qui payent, alors que la loi dit que c'est l'État qui devrait payer ces frais. Comment vous expliquez cela? C'est-à-dire que là, sur les dépenses engagées par la commune pour ces élections-là, l'État ne vous aide pas du tout? Alors l'État va me rembourser, selon nos calculs, à peu près 1070 € quand c'est l'organisation de ces élections nous a coûté plus de 18 000 €. Donc l'État va rembourser un 18e de la somme que nous avons dépensée. En soi, c'est pas tant un problème si ce même État nous répétait pas à longueur de journée que nous dépensons beaucoup trop d'argent, que nous sommes des gros dépensiers qui ne savons pas gérer l'argent public, alors que nous sommes responsables seulement de 9% de la dette publique. Voilà, donc en fait, c'est pas tant les dépenses, c'est les mettre en parallèle avec ce qu'on nous reproche de mauvaise gestion des collectivités territoriales, alors qu'en fait, on supporte plein de charges qui ne sont pas normalement de notre fait. C'est-à-dire qu'on dit un petit peu que c'est les communes, les petites communes qui sont responsables de ce déficit, de ces déficits, quoi. On vous demande toujours plus de faire des économies. Exactement. On nous demande de faire des économies, on nous demande de maîtriser notre budget de fonctionnement, alors que c'est l'État, par ses décisions, qui aggrave notre budget de fonctionnement. Je pourrais vous donner un seul exemple. Quand le ministre décide d'augmenter le point d'indice des fonctionnaires, on y était favorable pour, évidemment, le pouvoir d'achat et la qualité de vie de nos agents, mais en attendant, c'est une décision qui est prise depuis Paris et qui a coûté 100 000 € à la commune. Et à la fin, on va m'expliquer que mes dépenses de fonctionnement explosent. Or, elles augmentent de fait de décisions nationales. C'est-à-dire que, selon vous, Paris n'a pas conscience, finalement, du quotidien d'une petite commune, d'une commune comme la vôtre. C'est ça le sentiment que vous avez, que vous n'êtes pas écouté, pas sondé, qu'on se fiche un petit peu de vous, quoi, pour le dire franco? On a l'impression, oui, d'avoir des élites un petit peu déconnectées sur un certain nombre de sujets, et je pense que ça se traduit d'ailleurs dans les urnes. Et donc tout à l'heure, vous avez dit en rigolant que vous ne m'appeliez pas pour avoir un nom pour l'Élysée, mais si je peux faire une petite suggestion quand même, ce serait bien que nous ayons quelqu'un qui connaît la réalité des collectivités territoriales et de ce que vivent nos concitoyens au quotidien et ce que permettent les collectivités territoriales, parce que je pense en effet que depuis quelques années, on a eu quand même des ministres un petit peu déconnectés. C'est-à-dire que vous souhaitez avoir des ministres, ou voir un Premier ministre qui soit issu des rangs des élus locaux, quoi, d'une certaine manière? En tout cas, qui connaissent le quotidien des élus locaux et des collectivités. Bon, pour revenir au courrier, à la lettre que vous avez envoyée à Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous lui demandez symboliquement? C'est finalement que l'État prenne en charge c'est un peu plus de 18 000 € dépensés par la commune pour organiser ces législatives anticipées? Alors, je pense en effet, je rappelle que l'article 70 du Code électoral stipule bien que l'État doit prendre en charge les frais qui sont liés à l'organisation des élections. Donc l'État ne respecte pas la loi. Or, l'État sait nous rappeler, vous, moi, les concitoyens, quand on ne respecte pas la loi, donc ce serait bien que lui-même la respecte. Mais au-delà de ça, parce que ça c'est symbolique, je pense que nous n'aurons pas beaucoup d'argent en plus, je voudrais simplement dire au gouvernement qui arrive, travaillons ensemble. Les communes, c'est l'intendance quand il y a des décisions qui sont prises. Quand il y a eu le Covid, on a été aux côtés des concitoyens pour un certain nombre de choses, pour maintenir le lien social, trouver des solutions. On est dans le concret, on est l'intendance, on développe des politiques publiques, alors on est des partenaires, et arrêtez de nous voir seulement comme une charge pour le budget de l'État, parce qu'on voit bien qu'en fait c'est un petit peu l'inverse qui se passe. En termes de dotations, les fameuses dotations de l'État, c'est quoi la réalité du côté de Pibrac, de votre commune ? La réalité, c'est qu'elles augmentent un petit peu, mais elles sont liées à l'augmentation de la population. Donc, quand la dotation augmente parce que la population augmente, ça veut dire aussi que vous avez besoin de plus de places dans les écoles, plus de places en crèche. Donc, en fait, concrètement, à
à service constant. Nous n'avons pas eu d'augmentation des dotations et même, c'est ça qui m'inquiète, il est annoncé là un nouveau serrage de vis. Merci à vous, merci beaucoup Camille Pouponneau d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite une très belle journée. Vous êtes la maire de Pibrac, près de Toulouse, et je rappelle que vous avez donc écrit Emmanuel Macron pour l'interpeller sur les dépenses imprévues liées aux élections législatives anticipées. Allez, Sud Radio à 10h16, dans un instant, l'actualité internationale. On va parler de la situation au Proche et Moyen-Orient. Le régime iranien, a-t-il dit son dernier mot dans cette situation, dans ce conflit-là? Élément de réponse à suivre. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Les débats de l'été, 10h20 sur Sud Radio. Cette question désormais, l'Iran des Mollahs a-t-il dit son dernier mot? Ce week-end, Israël a été la cible d'une attaque du Hezbollah libanais. Le groupe chiite armé et financé par l'Iran dit avoir lancé des centaines de drones et de roquettes. Israël évoque des dégâts mineurs et a riposté. L'Iran, pour sa part, a salué l'opération de son allié libanais. Bonjour Emmanuel Razavi. Bonjour Benjamin, merci de me recevoir. Merci à vous d'être présent justement pour évoquer cette actualité internationale très pesante. Vous êtes grand reporter franco-iranien, spécialiste du Moyen-Orient, notamment pour Paris Match, auteur du livre La face cachée des Mollahs, c'est aux éditions du CERF. Emmanuel Razavi, le régime iranien promettait de venger la mort du chef politique du Hamas sur son sol. C'était fin juillet, on le rappelle, assassinat attribué à Israël. Est-ce que l'attaque du Hezbollah ce week-end, dimanche, est la riposte qui avait été promise par Téhéran depuis bientôt un mois? Alors, je suis pas sûr que ce soit la riposte, si vous voulez, promise. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Si vous voulez, ce week-end à la télévision, il y a eu une allocution en fait du président iranien, donc Pezeshkian, qui a clairement dit. Alors, c'est assez intéressant, double discours, parce qu'il dit clairement en fait d'un côté, il veut faire en sorte d'aller en fait vers l'accalmie, qu'il veut aller vers une reprise, en tout cas, du dialogue en fait avec les États-Unis, et dans le même temps. Le Hezbollah, vous l'avez très bien rappelé, qui est la milice aux ordres des gardiens de la révolution islamique iranien, attaque Israël, mais attaque et puis très rapidement annonce que voilà, elle a fait ce qu'elle avait à faire et finalement laisserait entendre que bon, elle a atteint en fait ses objectifs, qu'elle s'arrête là. Je pense que les informations qui viennent aujourd'hui de l'état-major israélien sont justes. Je pense que c'est très très mineur en fait les dégâts en fait qui ont été faits par le Hezbollah. En fait, on est toujours dans cette espèce en fait de double discours qu'on a avec la République islamique d'Iran depuis des années. Mais comment on l'explique ce double discours? Oui, dites-nous Emmanuel Razavi, comment on l'explique ce double discours? Pour répondre à votre question, il faut comprendre le contexte dans lequel évolue aujourd'hui la République islamique d'Iran. Vous avez d'abord en fait des dissensions, je l'ai déjà raconté sur votre antenne, mais des dissensions très importantes entre ce qu'on appelle en fait le courant réformateur iranien, dont est issu en fait le président de la République islamique, Pezeshkian, et puis ce qu'on appelle en fait les conservateurs ou les ultra-conservateurs qui s'inscrivent dans l'idéologie, si vous voulez, la plus dure de l'islam chiite et qui sont dans la continuité de ce que prônait en fait l'ayatollah Khomeini en 1979, c'est-à-dire l'éradication en fait de l'État hébreu, continuer ensuite en fait à exporter le djihad en Occident. Donc on est là-dedans. Et puis il y a aussi, au milieu de tout cela, la contestation populaire sans précédent en fait en Iran depuis 2 ans, avec un contexte économique qui est tragique pour l'Iran. Vous avez un Iranien sur 2 qui vit en dessous du seuil de pauvreté. En clair, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'Iran aboie en permanence pour faire peur et pour faire oublier en fait qu'il est dans une situation qui est une situation dramatique, parce qu'il n'arrive pas sur le plan intérieur en fait aujourd'hui le régime avec des femmes iraniennes qui sont tuées parce qu'elles ne portent pas le voile aussi, c'est ça, disons les choses franchement aussi. Alors oui, alors entre autres choses parce que le voile, si vous voulez, incarne un peu l'un des piliers du régime en 79 quand l'ayatollah Khomeini a pris le pouvoir. Très rapidement il a imposé le voile parce qu'il considérait qu'avec le voile l'islam occuperait, si vous voulez, l'espace public, très clairement qu'on le verrait à tous les carrefours, dans toutes les rues, sur toutes les avenues. Mais si vous voulez, derrière en fait la contestation liée au voile, il y a toute cette situation aujourd'hui économique, sociologique et politique que je vous explique en fait en Iran et qui fait de ce pays un pays au bord du gouffre en permanence, mais qui tient parce qu'il est en permanence dans le bluff, menace en permanence, si vous voulez, d'étendre un espèce de conflit généralisé au Proche et au Moyen-Orient, avec une diplomatie occidentale aujourd'hui qui, dans l'ensemble, est assez faible et compose plus qu'elle n'impose quoi que ce soit à la République islamique d'Iran et aux mollahs.
pays donc, vous le dites, au bord du gouffre. Est-ce que pour autant c'est un pays est-ce qu'il est dangereux ou pas, très clairement, pour la stabilité? On sait que c'est un pays central à ce niveau-là pour la stabilité régionale. Ah ben oui, évidemment, l'Iran, si vous voulez, est un pays quand même qui a une armée qui est très importante. Il faut comprendre qu'il y a quand même plus de 400 000 en fait soldats au sein de l'armée régulière. Vous avez à minima 160 000 gardiens de la révolution, plus une milice civile dont on ne connaît pas en fait le nombre exact. Certains la chiffrent même jusqu'à plusieurs millions de miliciens. Donc la réalité, c'est que oui, l'Iran aujourd'hui est un danger pour la stabilité en fait du Proche et du Moyen-Orient, notamment par le biais en fait de ce qu'on appelle ces proxys, si vous voulez, qui sont évidemment le Hezbollah chiite libanais, que les gardiens de la révolution ont créé en 1982 dans le sud du Liban, par le biais des Houthis, et puis on le voit bien évidemment aussi par le biais du Hamas, parce que l'Iran est l'un des sponsors du Hamas à Gaza, mais aussi du FPLP et du djihad islamique palestinien. On parlait de cette riposte à Israël de la part de l'Iran. Est-ce qu'elle a un véritable intérêt à passer à l'action? Est-ce que le régime iranien a un intérêt véritablement à passer à l'action? Et est-ce qu'elle craint ou pas? Est-ce que l'Iran craint finalement derrière tout cela la réaction d'Israël, mais aussi des États-Unis? Alors oui, vous avez raison de le souligner. Moi, j'ai discuté avec des gens qui sont à l'intérieur du régime, qui disent, alors c'est plutôt les plus modérés, qui disent il ne faut surtout pas en fait qu'on suive les conservateurs dans une logique de conflit, parce que assurément les États-Unis défendraient Israël et ce serait la fin, très clairement la fin de la République islamique. Alors pour autant, quand ces plus modérés disent cela, il faut comprendre qu'ils viennent en général du parti réformateur. C'est ce que je raconte dans mon livre. C'est que ce parti réformateur, il est quand même islamiste et c'est un parti réformateur qui a la main sur les trafics en fait de drogue, sur les trafics d'armes, sur la prostitution en Iran, mais quasiment dans l'ensemble en fait du Moyen-Orient et même jusqu'en Amérique du Sud, où ils ont des partenariats avec des accords avec des cartels. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, c'est très difficile de trouver en fait une source entre guillemets fiable, honorable au sein en fait des composantes ou de la composante en fait qui dirige, le pouvoir en Iran. Mais il faut jamais oublier que c'est un pays en fait qui est en permanence sur le fil. Et si vous voulez, le fait que en permanence les mollahs aboient, menacent, c'est aussi une façon pour eux, c'est un peu la question que vous posiez, mais d'arriver à négocier ce qui les intéresse. En ce moment, alors, je crois que c'était samedi ou dimanche, quand Pezeshkian, le président iranien, est passé à la télévision d'État iranienne, il allait clairement laisser entendre qu'il allait avoir, une remise à plat des accords sur le nucléaire. Sur le nucléaire, oui, tout à fait. Donc, exactement. Donc, c'est aussi une façon, les menaces, en fait, sur Israël, de faire un chantage à la communauté, en fait, internationale, aux grandes démocraties. Nonobstant le fait que le président iranien a clairement dit que de toute façon, la République islamique allait aujourd'hui davantage se rapprocher de la Chine et de la Russie. En clair, c'est une forme de mise en garde, je dirais, aux grandes démocraties européennes et aux États-Unis pour leur dire, écoutez, on peut très bien se débrouiller en fait sans vous. Donc voilà, il y a encore une fois des négociations. Mais tout ce jeu-là dure depuis des décennies. Et vous voyez, avec tout ce que ça implique de dramatique, de tragique en fait pour le Proche et le Moyen-Orient. Je fais allusion au 7 octobre dernier évidemment, mais c'est en permanence ça l'Iran. C'est un jeu qui est aussi en fait entre terrorisme, chantage diplomatique. Et ça dure depuis donc ça veut dire finalement de ce qui se passe actuellement, cette question de la riposte en direction d'Israël, c'est qu'un prétexte, si je vous suis bien, pour peser une façon d'avoir une influence plus importante au niveau international, c'est ça? Écoutez, clairement, en tout cas, oui. Moi, c'est ce que je comprends puisque je discute avec l'Iran, comme vous le savez, assez régulièrement. Oui, c'est une réalité. Aujourd'hui, c'est un moyen pour les mollahs iraniens de dire à l'ensemble du monde, nous pesons, nous avons les moyens de déstabiliser en fait le Moyen-Orient et puis par extension en fait l'ensemble du monde. Parallèlement, il faut pas oublier en fait que toutes les manifestations dites pro-palestiniennes qu'on a depuis un an, mais qui sont clairement très souvent des manifestations pro-Hamas, elles ont pu être aussi influencées parfois par des agents en fait du régime iranien. Je fais allusion à des manifestations notamment en fait en Angleterre où on a vu, où ont été filmés en fait des gens qui travaillaient pour le régime iranien. Donc si vous voulez fragiliser à un point, fragilisé de façon extrême, le régime iranien aujourd'hui montre un peu les muscles, fait les gros bras, justement, pour montrer qu'il a encore les moyens, en fait, de peser. Alors que, comme je vous le disais tout à l'heure, il est quand même dans une situation d'asphyxie économique, très clairement, et de contestation populaire vraiment sans précédent.
Un grand merci pour votre éclairage, Emmanuel Razavi. Je rappelle que vous êtes donc grand reporter franco-iranien, spécialiste du Moyen-Orient, auteur du livre La face cachée des mollahs. C'est aux éditions du CERF. Sud Radio bientôt 10h30, vous le savez, cette heure-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va bientôt débattre. À suivre, toujours pas de fumée blanche. Emmanuel Macron refuse pour l'heure de nommer un nouveau Premier ministre. Retour à la case des barres. Nouvelle consultation au programme aujourd'hui. À qui la faute ? On en débat avec vous dans un instant au 0826 300 300 et via nos réseaux sociaux. Et puis nos débatteurs qui nous rejoignent, on les accueille juste après ça. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Je vous remercie d'abord de permettre à des tas de gens de s'exprimer et de leur laisser surtout le temps de développer leur discours. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Et oui, 10h30 passé, les débats de l'été. On n'a peut-être pas de nouveau Premier ministre, mais on a nos débatteurs qui sont là avec nous jusqu'à midi. Je les accueille, je vous les présente. Benjamin Lucas, bonjour. Bonjour à vous. Député nouveau Front Populaire des Yvelines, porte-parole du groupe écologiste social. Avec nous également Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour Benjamin. Pierre Cordier, bonjour. Bonjour. Député, vous les Républicains des Ardennes. Et bonjour Alexis. La droite républicaine, bah oui, effectivement. Pas pareil. Ouais, oui, c'est vrai. Faut mettre à jour ces fiches. La droite républicaine. On a changé plein de choses. D'ailleurs, ça va changer ou pas ? Là, c'est les députés. C'est les députés, mais pour le reste. Je vais reprendre une phrase qui va plaire à nos deux amis. Le changement, c'est maintenant au niveau de la droite. Donc voilà. Il faut faire gaffe, ça n'a pas porté chance au dernier qui l'a utilisé. Non, c'est pas faux. Est-ce que vous vous rappelez de la Corée ? Ouais. Bon, Alexis Bachelet, bonjour. Bonjour, je vous ai pas salué. Merci d'être avec nous. Vous êtes adjoint à la mairie de Colombes et ancien député des Hauts-de-Seine. Vous l'entendez, le débat a déjà commencé. Vous le savez, vous pouvez réagir à tout moment au 0826 300 300 et puis sur nos réseaux sociaux, le compte Facebook de Sud Radio. Allez-y, je regarde ça en temps réel pour lire un petit peu vos commentaires, vos réactions. On va commencer avec les coups de cœur, les coups de gueule de chacun. On va commencer, tenez, par des coups de cœur. Benjamin Lucas, vous avez un coup de cœur aujourd'hui, ce matin. Oui, coup de cœur pour le Secours populaire et c'est journée pour que des enfants, des familles découvrent la mer. Voilà, chaque été, à peu près 4 Français sur 10, selon les études, se privent de départ en vacances. Ça touche y compris de plus en plus de personnes, de familles de la classe moyenne, du fait de l'inflation, qui, à un moment, doivent arbitrer à la fin de l'année entre nourrir leurs enfants, acheter les fournitures pour la rentrée scolaire et puis aller en vacances et qui, du coup, sacrifient les vacances. Or, moi, c'est un engagement très fort pour moi. Je crois que pour réussir mieux à l'école, on a besoin de pouvoir s'émerveiller, développer son imaginaire, prendre confiance en soi, que les vacances, c'est pas un à côté, c'est pas un gadget. C'est très important. Voilà. Moi, j'ai eu le bonheur, et je termine par ça, si vous me le permettez, d'aller passer une journée à la Bise dans le Jura avec ATD Carmonde, qui a une maison où elle accueille en vacances des gens qui partent pour la première fois, qui vivent dans une très très grande précarité, qui retrouvent l'espace de quelques instants le plaisir d'abord de se retrouver. Des fois on a des familles qui sont séparées, disloquées par la vie, qui peuvent se retrouver, apprendre à faire du vélo, apprendre à nager, et puis qui reviennent avec peut-être un peu mieux armés psychologiquement pour affronter des difficultés sociales extrêmement grandes. Ce type de vacances, c'est vrai que c'est les premiers souvenirs, c'est des émotions très importantes. Découvrir la mer, découvrir la montagne, c'est plus précieux, c'est une richesse incroyable. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est un privilège qui est dont sont privés beaucoup de nos concitoyens. Donc je crois que on est dans un moment très sombre. Les actualités, l'actualité climatique, l'actualité géopolitique, l'actualité nationale sont pas toujours réjouissantes. Je crois qu'on a aussi la responsabilité, comme décideurs politiques, comme monde associatif, de construire un chemin un peu optimiste et d'espoir, et d'avoir de nouvelles conquêtes pour le temps libéré, pour les jours heureux. Et je trouve que ce que font déjà concrètement un certain nombre d'associations est merveilleux. Moi, je propose par exemple qu'on réoriente les crédits du service national universel, qui est un gadget qui fonctionne pas très bien, qui est un peu ringard et qui objectivement n'est voulu par personne, qu'on réoriente ces centaines de millions d'euros vers une grande politique d'accompagnement du monde de l'éducation populaire et du monde associatif pour permettre ces initiatives, qu'on libère les énergies du monde associatif et de l'éducation populaire qui fait des choses magnifiques chaque été et pas que l'été. Pierre Cordier, ce serait une bonne idée, ça, ou pas ? Écoutez, député de la droite républicaine. La droite républicaine, voilà. Oui, nous ne sommes plus les républicains, vous connaissez le contexte national, et donc voilà. Je rejoins ce que vient de dire mon collègue, parce qu'il y a aussi dans le département des Ardennes une association qui permet à tous ces jeunes de partir en vacances pour la première fois, des jeunes, des familles en difficulté, et je crois que c'est effectivement toutes ces initiatives qui sont prises par des associations locales, avec d'ailleurs des financements communaux, intercommunaux, des départements, des
régions parfois, même si c'est pas leur compétence, et puis des gens qui toute l'année se retroussent les manches pour avoir quelques crédits et pouvoir partir aussi et permettre à ces familles en difficulté d'y aller. Moi, mon coup de cœur, c'était les Jeux paralympiques. Voilà, on est dans l'actualité. C'est vrai que pendant longtemps, ces Jeux ont été un peu mis de côté par rapport aux Jeux olympiques eux-mêmes. Et là, je trouve qu'il y a depuis 2 ou 3 Olympiades une remise à niveau, si vous me passez l'expression, avec une place qu'il aurait réservée à toutes ces personnes en difficulté. La situation politique risque quand même de faire peut-être un peu d'ombre à ces Jeux paralympiques. Ouais, mais enfin, ce qui compte, c'est en tous les cas qu'il y ait aussi que le monde médiatique relaie de manière importante ces Jeux, qui n'est pas que les Jeux olympiques. Et je crois qu'aujourd'hui, voilà, le monde médiatique a pris aussi conscience de ça. Et je crois que c'est une excellente chose. Donc c'est vraiment, moi, mon coup de cœur de ce matin. Réaction, Kevin Bossuet, peut-être avant de passer à votre coup de gueule. Non, je suis d'accord avec ces 2 coups de cœur. Les Jeux paralympiques, c'est quelque chose d'important, et insister sur l'insertion des personnes handicapées dans notre société. Et pour revenir sur le coup de cœur de Benjamin Lucas, qui m'a ému, parce que j'ai pensé aussitôt à ce que j'ai vu avant les vacances scolaires, où vous aviez des enfants qui se disaient entre eux, où tu vas partir en vacances, où tu ne vas pas partir, et beaucoup d'enfants disaient moi je ne partirai pas en vacances, en fait, je resterai chez moi. Et j'ai senti à quel point c'était extrêmement dur, extrêmement compliqué, le sentiment finalement d'un sentiment d'injustice et d'être marginalisé parce que le papa a perdu son travail ou parce que la maman ne gagne pas suffisamment. Et insister aussi beaucoup sur les jeunes ruraux, on n'en parle pas suffisamment, qui sont souvent livrés à eux-mêmes. Vous citiez les Ardennes, c'est quelque chose d'important dans des villes comme Rethel, Sedan, Charleville, des jeunes qui sont pour beaucoup laissés pour compte. Moi, j'ai déjà rencontré ces jeunes qui me disaient je n'ai même pas l'essence nécessaire, je peux même pas me payer l'essence pour aller à Charleville-Mézières, pour aller trouver un travail. C'est très compliqué. Ce sont des jeunes qui sont assignés à résidence, ce sont des jeunes qui n'ont pas beaucoup de perspectives, et il faut penser évidemment aux jeunes de Seine-Saint-Denis, mais également aux jeunes ruraux. Et je pense que la jeunesse et son avenir, c'est un chantier essentiel pour nos politiques. Et puisque j'ai 2 élus en face de moi, j'espère que vous travaillerez de concorde pour améliorer le sort de nos jeunes. Double coup de cœur, donc validé, en tout cas partagé par vous, Kevin Bossuet. Vous avez un coup de gueule à faire passer ce matin, oui. Bon, on va revenir dans quelque chose d'un peu plus politicien. Oui, un coup de gueule contre Lucie Castex et ses propos, notamment sur CNews, qui m'ont quand même assez estomaqué, puisqu'elle a raconté que ceux qui regardaient CNews étaient devenus racistes, tout simplement parce que c'était en gros une chaîne raciste. C'est ce qu'elle nous a laissé comprendre. J'ai été extrêmement choqué pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est qu'elle remet en cause la liberté de la presse. Déjà, remettre en cause une chaîne de télévision, on sent bien qu'il y a une volonté politique de censurer CNews, de censurer C8. Et ils diront... Enfin voilà, l'objectif a été atteint, et je trouve ça extrêmement grave. Sur CNews, qu'est-ce qu'on fait en fait ? On raconte la vie quotidienne des gens. On parle de problèmes qui ne sont pas abordés ailleurs. On parle évidemment de tous les racismes, dont du racisme anti-blanc. Et ceux qui racialisent le débat public, ce sont justement ces gens d'extrême gauche qui n'ont de cesse de ramener les gens d'origine immigrée à leur pays d'origine ou même leur race. Et moi, ça me choque profondément. Et je remets ça dans quelque chose de plus large, qui est la stratégie du bouc émissaire. Quand j'ai vu Madame Castex dire qu'il fallait passer la tondeuse aux milliardaires, c'est-à-dire tondre les milliardaires, j'ai trouvé ça extrêmement choquant. Quand je vois ce que fait une partie de l'extrême gauche, de prendre les juifs, de manière indirecte, comme bouc émissaire, je trouve ça très grave. J'ai l'impression de revenir au temps des régimes totalitaires où finalement, pour essayer de percer électoralement, on choisit des cibles, le milliardaire, une chaîne de télévision, le juif qui est forcément sioniste, et je trouve que ça renvoie une très mauvaise image de la politique, et surtout ça fait d'énormes dégâts dans notre société. Donc moi j'ai rien contre Madame Castex, je n'ai rien contre les idées que porte Madame Castex, mais attention à ce qu'on fait, parce que quand elle fait ça, je trouve ça extrêmement grave, et c'est pareil à l'extrême droite. L'extrême droite fait parfois la même chose, et je trouve ça également très grave. Donc attention quand on prend la parole, des conséquences que peuvent avoir certains de nos propos. La stratégie du bouc émissaire, non, ça c'est plus possible. Avant d'évoquer votre coup de cœur, Alexis Bachelet, réponse avec vous, Benjamin Lucas. Lucie Castex, ça reste votre candidate encore aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire. On verra comment ça évolue. Jusqu'à ce que le président de la République entende raison. Voilà, on aura l'occasion d'y revenir justement là-dessus tout à l'heure, mais déjà, voilà, réaction à ce que disait à l'instant Kevin Bossuet, son coup de gueule à l'égard de sa position, notamment vis-à-vis de CNews ou vis-à-vis des grands patrons.
Non, mais j'ai pas de réaction particulière. On a eu le bingo habituel avec un mélange de tout. Voilà, la défense des milliardaires. Évidemment, CNews, c'est à la fois un projet, celui de Monsieur Bolloré, une notoriété publique, une offensive raciste, extrémiste, qui vise à polluer le débat public. Ça, c'est de la diffamation. Qui vise, je l'assume parfaitement. Bah oui. D'ailleurs, je suis bientôt en procès contre vos amis de Boulevard Voltaire. Voyez-vous, j'ai aucun problème à assumer. Ce ne sont pas forcément mes amis, même si j'aime beaucoup Gabriel Clausel, qui est une journaliste de qualité. Je vous ai pas interrompu. Il y a chez Monsieur Bolloré un projet, c'est lui qui a organisé l'alliance entre Monsieur Ciotti et Monsieur Bardella et Madame Le Pen. Je trouve qu'il est sain que la démocratie se défende de ceux qui veulent la détruire de l'intérieur, ce qui est le cas de CNews. Après, pour le reste, je laisse Monsieur à ses élucubrations et à ses fantasmes. Bon, Alexis Bachelet, allez, un petit peu de baume au cœur. Un coup de cœur de votre côté, c'est ça ? Moi, en fait, j'avais un peu le même coup de cœur sur le démarrage des JO paralympiques. Donc là, on va revenir à des sujets plus apaisants. Mais effectivement, oui, je trouve que ça nous remet dans cette séquence qui était plutôt agréable et fédératrice, avec en plus la découverte de parcours hors normes. Parce que bon, c'est vrai qu'on admire des athlètes valides. Enfin, ils sont valides, donc ils font des exploits sportifs. Mais regardez les exploits sportifs de gens qui courent avec une jambe en moins, avec un handicap moteur lourd, avec des déficiences mentales, physiques, etc. importantes. Moi, franchement, je trouve que ça mérite évidemment un coup de chapeau, mais c'est surtout un motif d'espoir de montrer que même dans des parcours de vie, finalement, parfois l'irruption d'un handicap, parfois des handicaps de naissance, mais parfois c'est des handicaps liés à la vie, des gens qui s'accrochent au sport pour se redonner finalement envie de vivre comme si de rien n'était, comme s'ils n'avaient pas eu un accident, comme s'ils n'avaient pas ce handicap. Et donc c'est des parcours de vie exceptionnels, quoi. Il y avait hier soir, je regardais, là on commence à avoir des reportages un petit peu dans les journaux télévisés, et puis on en parle ce matin, mais c'est vrai que voir ces champions, parce que c'est aussi des champions, partir quand même accomplir des exploits sportifs dans des conditions de handicap parfois très importants, franchement, moi je trouve ça exceptionnel. Et c'est vrai que l'exposition médiatique aujourd'hui, elle est beaucoup plus forte. Avant c'était vraiment la suite des JO, mais on n'en parlait pas beaucoup, on savait pas trop comment ça se passait, et puis c'était un peu dans l'indifférence générale. Aujourd'hui, on me dit que les places se sont vendues aussi, donc le public, ouais, c'est génial. Et les personnes porteuses de handicap qui pratiquent leur sport toute l'année, elles disent nous, il faut qu'on s'y habitue, parce que d'habitude, quand il y a 50 personnes, on est content. Là, on va se retrouver devant 1000, 5000 personnes dans certains stades. Enfin, c'est exceptionnel. Je crois que ça mérite vraiment ce coup de chapeau, et puis on va les suivre, quoi. Avec la question qu'on peut se poser aussi, à quoi peut servir cette exposition médiatique particulièrement forte à l'occasion de ces Jeux paralympiques? D'ailleurs, on va se poser la question dans un instant. Vous restez avec nous, Benjamin Lucas, Kevin Bossuet, Pierre Cordier et Alexis Bachelet. On poursuit les débats de l'été dans un instant. Vous continuez de réagir sur notre compte Facebook Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Leclerc, bonjour. Oui. 10h-13h, Benjamin Glaise. Les débats de l'été avec nos débatteurs du jour. Benjamin Lucas, député nouveau Front Populaire des Yvelines, porte-parole du groupe écologiste et social. Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Pierre Cordier, député à droite républicaine des Ardennes. Et Alexis Bachelet, adjoint à la mairie de Colombes, ancien député des Hauts-de-Seine. Je retiens un de ces coups de cœur, coups de gueule, notamment le coup de cœur commun entre vous, Alexis Bachelet et Pierre Cordier, concernant ces Jeux paralympiques. J-1, ça débute, cérémonie d'ouverture prévue demain avant le lancement des épreuves. Exposition médiatique qui sera particulièrement forte pour ces Jeux paralympiques. À quoi ça doit servir cette exposition médiatique d'une certaine manière, Pierre Cordier? Écoutez, moi je suis en même temps député et conseiller départemental. Et c'est vrai que le handicap est une compétence des départements, puisque les maisons départementales du handicap sont des maisons qui sont sous la responsabilité des conseils départementaux. Donc, en tant qu'élu local, je mets les mains dans le cambouis, si vous voulez, par rapport à ça. Écoutez, je crois que ce qui est important, ça a été dit par notre collègue tout à l'heure, l'effort, la notion d'effort de la part de ces sportifs qui, j'allais dire, expriment leur passion dans des conditions qui sont pas toujours évidentes. Donc, le goût de l'effort, que ça soit dans le monde du travail ou dans le monde du sport ou dans d'autres domaines, moi, c'est quelque chose de très important pour moi.
moi. Et donc, j'ai un profond respect pour ces personnes qui essayent tant bien que mal, j'allais dire parfois, il faut le dire, de surpasser leur handicap pour prouver en réalité qu'elles sont comme les autres. Et en fait, il s'agit de cela. Ici, les personnes en situation de handicap, c'est pas toujours facile pour elles au quotidien. Il y a aussi beaucoup de collectivités qui ont fait des efforts ces dernières années sur l'accessibilité, etc. Donc voilà, c'est pour moi cette notion d'effort est quelque chose de très important. Et je veux vraiment rendre hommage à toutes ces personnes qui, je l'espère, en tous les cas, vont être sous le feu de la rampe dans les prochains jours, parce que voilà, c'est important de mettre en avant toutes ces personnes qui donnent le meilleur d'elles-mêmes à l'occasion de ces Jeux. Avec, on l'espère, de très belles médailles à la clé pour nos Bleus. On sait qu'on a pas mal de chances de médailles et de titres paralympiques. On va suivre cela, bien sûr, sur Sud Radio. Benjamin Lucas, ça met en certaine manière aussi en avant l'accessibilité, de faire un point là-dessus, parce qu'il y a encore des efforts à faire. Oui, ça dit, vous l'avez très bien dit, messieurs, juste avant, qu'il n'y a pas de sportifs de seconde zone. Ce sont des Olympiades à part entière. Il n'y a pas de citoyens de seconde zone, il n'y a pas d'élèves de seconde zone. Et donc, ça doit aussi être un moment de réflexion collective, ces Jeux paralympiques, pour se dire qu'on doit être à la hauteur de chacune et de chacun, et donc en faire plus pour l'inclusion des élèves en situation de handicap à l'école. Les moyens sont difficiles à trouver à chaque fois. C'est un parcours du combattant pour les familles, qui rajoute de l'angoisse, qui rajoute de l'incertitude, qui rajoute parfois de la tension aussi dans un certain nombre de familles, quand il faut encore, la veille de la rentrée scolaire, se demander dans quelles conditions son enfant va être ou pas accueilli à l'école. C'est une pression insupportable. Et évidemment, sur l'accessibilité, on n'en fait jamais trop. Il y reste encore beaucoup à faire. Donc je crois que si on sort de ces Jeux paralympiques, à la fois avec cette idée que voilà, ce moment, comme pour les Jeux olympiques précédemment, de fraternité partagée, effectivement d'émotion collective devant des exploits sportifs qui sont des exploits sportifs renforcés en plus par la situation de handicap de celles et ceux qui vont aller conquérir des médailles, et qu'en plus on en sort avec une réflexion collective dans notre nation sur la façon dont on permet mieux l'inclusion, dont on adapte mieux aussi, je pense, nos villes. Beaucoup reste à faire sur l'aménagement urbain. C'est tout bête, mais enfin, quand vous sortez des grandes métropoles, c'est parfois difficile de circuler en fauteuil dans un certain nombre d'endroits, mais je pense même le métro parisien, par exemple, est quand même aujourd'hui assez archaïque de ce point de vue-là. Donc évidemment, ce sont des investissements lourds, et je crois que la puissance publique n'a pas le choix. Il faut qu'on soit à la hauteur, encore une fois, de chaque citoyenne et citoyen de ce pays. Et puis, Kevin Bossuet, la rentrée, c'est pour bientôt. On apprend que des milliers d'enfants handicapés sont sans solution encore aujourd'hui. Ça, c'est un scandale également. Ah oui, c'est un véritable scandale, et c'est un drame humain au quotidien. Quand vous êtes en situation de handicap et que vous ne pouvez pas bénéficier de l'aide qu'il vous faudrait pour progresser normalement, c'est évidemment une honte. Et souvent, nous, personnel de l'éducation nationale, on fait des demandes, on remplit des dossiers, notamment pour avoir des AVS, qui sont souvent des personnes qui sont là pour aider les élèves en difficulté. Parfois, on met 1 an, 2 ans, 3 ans à avoir une AVS. Parfois, pour avoir un ordinateur pour les élèves qui ont du mal à écrire, parfois ça met 2-3 ans. Ce sont des paperasses à remplir qui sont extrêmement compliquées. Les délais sont extrêmement longs, et souvent, il n'y a pas les moyens financiers. Et ça, en effet, c'est compliqué. Et puis même dans la structure même des bâtiments scolaires, parfois un ascenseur qui ne fonctionne pas ne permet pas à un élève en chaise roulante de pouvoir accéder aux cours. Donc parfois, il y a les surveillants qui prennent l'élève, qui le portent. Mais est-ce que vous vous rendez compte le sentiment de honte que ça peut générer chez ces personnes-là? Et moi, ce qu'il y a que je trouve important, c'est ce que renvoient ces Jeux paralympiques. Les Jeux olympiques, déjà, c'était le goût de l'effort et du mérite. Je suis très attaché à ça, le dépassement de soi, le sens du respect, les règles du sport. Et là, on se dit quoi? On peut avoir un handicap et on peut réussir, on peut se dépasser, on peut se surpasser. Et c'est un magnifique message. Et je sais à quel point les jeunes en banlieue, notamment en Seine-Saint-Denis, regardent ces Jeux paralympiques, sont fans de foot, arrivent à trouver finalement une forme de rêve à travers le sport. Et je sais que c'est quelque chose
chose de très important. Donc voilà, il faut avoir une pensée pour tous les personnes handicapées dans ce pays et partir du principe dans notre quotidien que chaque chose qui peut nous paraître anodine est quelque chose de difficilement surmontable pour les personnes handicapées. J'ai pris le RER ce matin. Quand vous avez l'ascenseur qui ne fonctionne pas pour monter dans la rampe, c'est extrêmement compliqué. Quand vous êtes devant un commerce et que vous avez 2-3 marches, c'est compliqué pour une personne qui est en fauteuil roulant. Donc on a souvent de beaux discours. Il y a des choses qui pourraient être améliorées, mais il faut pas grand-chose. Construire quelque chose devant un commerce, etc., qu'on ne fait pas parce qu'on ne se met pas suffisamment à la place des personnes handicapées. Donc faut prendre conscience de ça, parce qu'en effet, je trouve qu'on juge une société dans sa capacité à traiter bien ou non les personnes vulnérables. C'est le cas, par exemple, des personnes dans les hôpitaux psychiatriques. C'est le cas, évidemment, des personnes handicapées. Donc, à un moment, s'il doit y avoir un élan de solidarité... En un mot, Kevin Bossuet, du côté de votre établissement scolaire, il y a l'accessibilité est respectée ou pas ? Oui, on fait en sorte que ce soit respecté. Après, il y a des élèves qui auraient besoin d'une AVS qui n'ont pas d'AVS. Parfois, on demande des aménagements au niveau du brevet des collèges et on se rend compte le jour J, finalement, que ça n'a pas été pris en compte. Parfois, même pour les élèves qui ont de la dyslexie, etc., on demande des rendez-vous chez des spécialistes. On met 4-5 mois avant de les obtenir. Donc, en effet, c'est le parcours du combattant. Alexis Bachelet, on l'a compris tout à l'heure, vous allez suivre ces Jeux paralympiques. On va s'enthousiasmer forcément sur les performances de ces parathlètes, alors de ces athlètes, il faut le dire. À quoi ça doit servir au-delà de ça, ces Jeux paralympiques ? Ça pourrait servir par exemple à faire un premier bilan de la loi de 2005. Ça va faire 20 ans que cette grande loi en faveur du handicap, qui avait été une promesse de Jacques Chirac et qui celle-ci a été tenue. En tout cas, la loi a été votée, mais appliquée de manière très inégale, puisque c'était une loi qui notamment devait permettre à l'ensemble des bâtiments publics d'être accessibles en une décennie, un peu plus. Bon, là, on est à presque 2 décennies et il y a encore aujourd'hui, on l'a évoqué, mais je crois qu'il faut le souligner, c'est l'occasion justement de faire un bilan et de dire qu'il y a encore du chemin à parcourir. Ça a été dit sur les aides à la vie scolaire dans les écoles, mais tout simplement dans la vie quotidienne, c'est effectivement les trottoirs adaptés, c'est les transports en commun accessibles, et force est de constater, mais c'est aussi lié au nombre de lignes de métro, que le métro parisien, il n'a pas du tout été conçu dans cette optique-là. Il y a énormément de stations aujourd'hui qui ne sont pas accessibles et qui probablement d'ailleurs ne le seront pas avant des décennies, parce que ça nécessite des investissements extrêmement lourds, et c'est plus facile quand on fait des prolongements, quand on refait des mises à niveau, mais voilà, il faut faire ce bilan-là, et c'est un travail intéressant pour le législateur, justement, peut-être de faire un bilan et maintenant d'aller justement, Benjamin Lucas, en un mot, vous vouliez réagir à ce sujet. Oui, dire, je pense aussi à toutes celles et tous ceux dont le métier, la fonction est d'accompagner des personnes en situation de handicap et qui sont très souvent dans une précarité insupportable. Et là aussi, on juge une société aussi à la façon dont elle aide ceux qui aident, dont elle protège ceux qui aident et ceux qui permettent au quotidien que des personnes vivent convenablement et dans la dignité. Et je trouve, là aussi, on y viendra tout à l'heure, qu'il est urgent qu'il y ait un gouvernement, d'abord, on va y revenir largement. Qu'il est urgent que, par-delà les clivages politiques, on arrive concrètement, dans les mois qui viennent, à augmenter, à améliorer les conditions de vie et de rémunération de celles et ceux qui, dans nos écoles, dans nos hôpitaux, dans la rue, aussi parfois dans leur cadre familial. Je pense aussi aux aidants familiaux qui ont besoin d'être accompagnés, d'être soutenus, parce que c'est aujourd'hui d'une très grande difficulté et ça génère d'énormes souffrances. Et on a du mal parfois à exprimer puisqu'on est soi-même confronté à la souffrance. On va y revenir justement dans un instant. Nos débatteurs de l'été, débatteurs du jour, Benjamin Lucas, Alexis Bachelet, Kevin Bossuet, Pierre Cordier. On poursuit les débats. On va parler bien entendu politique. On va revenir aussi sur ce drame qui a eu lieu du côté des Alpes-Maritimes avec ce gendarme qui a été victime d'un refus d'obtempérer. Ça soulève énormément de questions, notamment sur le profil du suspect. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Les débats de l'été, vous le savez, avec vous, 0826 300 300, vos commentaires également sur nos réseaux sociaux, le Facebook de Sud Radio, puis nos débatteurs du jour qui nous font le plaisir de nous accompagner jusqu'à midi. Benjamin Lucas, député à Nouveau Front Populaire des Yvelines, porte-parole du groupe écologiste et social. Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Pierre Cordier, député droite républicaine des Ardennes. Et puis Alexis Bachelet, ancien adjoint à la mairie de Colombes et ancien député des Hauts-de-Seine. Mais
messieurs, revenons tout de suite sur ce drame. Dans les Alpes-Maritimes, un gendarme donc mortellement percuté par un chauffeur hier soir. Le suspect avait refusé d'obtempérer lors d'un contrôle routier du côté de Mougins. À la sortie de l'autoroute A8, le conducteur a été arrêté dans la nuit à Cannes. Avant d'en parler avec vous, j'accueille notre journaliste Jules Boscherini. Jules, que sait-on ce matin de ce qui s'est passé de ce drame ? Les faits se sont déroulés hier soir vers 20h40 au niveau de la sortie numéro 42 sur l'autoroute A8 entre Mougins et Cannes dans les Alpes-Maritimes. Le gendarme a été violemment percuté par une BMW noire qui a refusé de s'arrêter et qui a pris la fuite. Malgré l'intervention des gendarmes et des secours, le militaire qui était en arrêt cardio-respiratoire est décédé. Le suspect a été interpellé à Cannes dans la matinée comme annoncé sur X par Gérald Darmanin. Qui était ce gendarme qui est décédé? Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur précise que le gendarme était âgé de 54 ans, marié et père de 2 enfants âgés de 12 et 16 ans. L'adjudant était engagé depuis 30 ans dans la gendarmerie comme sous-officier. Il avait rejoint le peloton de Mandelieu-Lanapoule en 2007. Un mot sur le suspect qui a été arrêté. Quel est le profil? Gérald Darmanin a annoncé que l'homme est un Cap-Verdien en situation régulière. Le ministre démissionnaire de l'Intérieur précise également que l'homme est un délinquant de la route connu des services de police depuis plusieurs années. L'individu de 39 ans a été testé positif à l'alcool. Il avait 9 points sur 12 sur son permis. Merci pour toutes ces précisions, Jules. J'ajoute que nous serons en direct à 12h30 avec la porte-parole de la Gendarmerie nationale sur Sud Radio. Donc d'ici un peu moins d'1h30. Messieurs, vous avez entendu notamment le profil de l'individu suspecté, Kevin Bossuet, positif à l'alcool, déjà connu pour de nombreux faits de délit routier, de refus d'obtempérer. Ça doit nous interroger. Oui, ça doit nous interroger parce qu'apparemment, il y a un lourd passé. Quelqu'un qui ne respectait pas le code de la route, quelqu'un qui était dans la délinquance perpétuelle. Qu'est-ce que cette personne faisait encore avec un volant entre les mains? Enfin, c'est incompréhensible et ça donne encore une fois le sentiment d'une justice laxiste, d'un État qui ne se fait pas respecter et qui laisse beaucoup faire. Je crois qu'il faut avoir un mot également pour nos gendarmes, pour nos policiers qui font un travail admirable, qui risquent leur vie tous les jours pour assurer notre sécurité, parce que quand on sombre dans le débat politique, on entend de ces choses sur la police, sur la gendarmerie, qui sont, je le dis, criminelles. Quand vous racontez à des gamins de banlieue que la police tue, quand vous racontez à des gamins de banlieue, notamment que la police est leur ennemi, forcément, c'est l'autorité de la police et à travers l'autorité de la police, l'autorité de l'État, qui est ici égratignée. Je ne comprends pas que dans ce pays, on ne soutienne pas nos forces de l'ordre. Tout à l'heure, je parlais de bouc émissaire. Là encore, le policier est mis en avant comme étant un bouc émissaire dans notre société. Et ça a des effets dévastateurs. Il n'y a qu'en France que c'est comme ça. Vous allez dans les pays de l'Est, vous allez partout en Europe, on respecte notre police. Et là, en France, non, il y a un débat. Peut-être pas forcément dans certains pays. Je pense ne serait-ce qu'aux États-Unis où le rapport entre la police et la population est parfois très compliqué. C'est encore un discours racial, etc. Mais en tout cas, soutenons nos policiers, ça il faut le dire, et dire qu'on les aime aussi. Et moi je croise beaucoup de policiers qui me remercient de mes prises de position parce que ça leur fait du bien au milieu d'un marasme politicien où l'insulte est de mise. Pierre Cordier, juste en un mot déjà, j'imagine beaucoup d'émotions au lendemain de ce drame et de la mort de ce gendarme. Beaucoup d'émotions, mais comme on le dit aussi souvent, et bien entendu là, une pensée très claire pour cet homme et sa famille, puisqu'il était père de 2 enfants. Mais à un moment ou à un autre, il faut aussi arrêter de sortir les mouchoirs et agir. Et je crois que nos compatriotes l'ont clairement exprimé il y a quelques semaines. Quand on voit ce type de situation, effectivement, on se pose des questions. 9 points sur 12, un taux d'alcoolémie important. Sur son permis de conduire. Et moi, je vais être un peu provoque. Qu'est-ce qu'une partie de l'échiquier politique français aurait dit si le gendarme avait tiré et avait abattu la personne en question? La police tue, etc. Ça vient d'être évoqué à l'instant. Dans une société organisée, dans une société démocratique, on a besoin d'ordre. Les citoyens ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs. Et à un moment ou à un autre, il faut aussi prendre ses responsabilités. Moi, je me pose la question, effectivement, concernant cet individu. 9 points sur 12. Est-ce qu'il avait passé des stages pour récupérer des points, etc. En tous les cas, je pense que le législateur doit passer par là et se dire qu'à partir du moment où il y a plusieurs refus d'obtempérer, il semblerait que ce soit le cas ici, à un moment ou à un autre, passer des stages pour récupérer ces points, c'est quand même un petit peu facile. Donc voilà, qu'ils soient capverdiens ou qu'ils viennent du fin fond de la Corrèze, j'allais dire,
dire à la rigueur peu importe. Il faut pas non plus se focaliser sur la couleur de peau des personnes pour avoir une position X ou Y. Je pense qu'il faut, voilà, c'est un citoyen qui était au volant de sa voiture, qui n'a pas respecté la loi, qui a tué un homme. Voilà, faut dire les choses. J'espère que la justice sera d'une sévérité implacable concernant. Rien que samedi dernier, tenez, des faits graves de refus d'obtempérer. Un policier blessé après un refus d'obtempérer à Châtellerault, 3 autres à Paris, là encore samedi, 2 gendarmes dans Lyon. Benjamin Lucas, est-ce qu'il faut aujourd'hui dépasser l'émotion qui est légitime ce matin après ce drame ? D'abord, vous me permettrez d'exprimer la mienne, comme chacun l'a fait ici, pour ce gendarme, pour sa famille, pour l'ensemble de la gendarmerie nationale. C'est un drame terrible. Et j'espère que la justice fait correctement, et je ne doute pas que la justice fasse correctement son travail. Moi, j'ai confiance aussi dans l'autorité judiciaire et dans sa capacité à faire et à établir, comme c'est son devoir, l'ensemble des faits. C'est nécessaire. Moi, je ne dispose que des informations que vous voulez bien nous donner. Je suis pas magistrat, je suis pas enquêteur, et donc je fais avec ce que j'aimais déjà effectivement dire mon émotion. Après, moi, dans un moment comme celui-ci, y compris mes propres erreurs passées d'expression un peu hâtive, m'enseignent la prudence dans la récupération politique et m'enseigne à ne pas extrapoler sur des grandes théories politiques générales, sur l'ordre, l'autorité, la police, etc. Là où on est d'abord, c'est pourtant ce qu'ils font dans notre société, c'est quelque chose de très important. Là on est d'abord face à une situation dramatique particulière, mais évidemment, moi si vous me demandez... Mais qui interroge, forcément. Mais évidemment, qui interroge, moi je le dis, je suis là aussi pour que on soutienne davantage nos fonctionnaires de police dans les moyens qu'on leur attribue, aussi dans la façon dont on les forme, parce que Monsieur Cordier a parlé de la question du fait de tirer sur quelqu'un qui pratique un refus d'obtempérer. En l'occurrence, c'était pas le cas ici. Non, c'était pas ce qui s'est passé. Je dis là aussi, vous parliez de l'étranger, regardons quelles sont les techniques de maintien de l'ordre qui se passent ailleurs, y compris pour protéger nos policiers, nos gendarmes. Regardons comment, par exemple, les Allemands, je prends l'exemple des manifestations, comment nos Allemands maintiennent l'ordre dans une manifestation et pourquoi il y a moins de policiers et de gendarmes blessés en Allemagne qu'en France, par exemple. Regardons tout cela. Si vous voulez qu'on ait un débat général sur le maintien de l'ordre et les refus d'obtempérer, on peut l'avoir. Mais je crois qu'il ne faut pas instrumentaliser la mort de ce gendarme, instrumentaliser la douleur de sa famille, la douleur de nos gendarmes. Mais bien sûr, personne n'est pour le désordre. Personne n'est pour le désordre. On se pose parfois les questions quand on écoute certains responsables politiques dans ce pays. Il faut dire les choses. C'est pas votre cas, Monsieur Lucas. Je vous connais. Je connais votre passé. Je sais ce que vous avez un peu dans la tête. C'est pas votre cas. Et je m'en réjouis. Mais il y a quand même dans l'échiquier politique français un certain nombre de personnes qui remettent en cause clairement l'autorité de la police. Non, ce n'est pas vrai. Mais écoutez, c'est parce que vous les écoutez mal ou que vous êtes partial ce matin, ce que je regrette. Mais il faut un les slogans, la pollution, on les lit, on les entend dans certaines manifestations. Benjamin Lucas. Il y a c'est vrai, porté par la gauche, l'idée qu'il faut rétablir un lien de confiance entre la police et la population. Par exemple, en luttant contre les contrôles aux faciès qui sont une réalité documentée. Par exemple, en changeant, en réfléchissant sur nos tactiques de maintien de l'ordre, et je le dis, y compris pour protéger nos policiers et nos gendarmes. Il y a des pays qui fonctionnent autrement. Regardons ce qui se fait. Il y a, oui, du côté de la gauche, une volonté de mieux former nos policiers et nos gendarmes. Ces dernières années, on a réduit... la loi de programmation du ministère de l'Intérieur que vous avez votée avec les macronistes, elle n'a pas répondu. Alors vous avez bien fait. Vous avez bien fait. S'il vous plaît. Vous avez bien fait. Elle ne répond pas à ce besoin aujourd'hui de mieux former, de mieux accompagner nos fonctionnaires de police, de leur donner les moyens. Moi, je suis par exemple aussi pour qu'on mette plus de moyens dans la police et dans la justice, pour qu'on rétablisse une police de proximité qui peut jouer son rôle au plus proche des petits délits du quotidien, au plus proche de la population et qui connaissent le terrain. Voilà des exemples parmi d'autres. Et par exemple, sur la question de la sécurité, dans un instant, s'il vous plaît, la sécurité routière, moi j'ai aucune difficulté à ce qu'on réfléchisse aux façons dont on sanctionne davantage l'usage d'alcool ou de stupéfiants au volant. Je suis tout à fait prêt à en discuter, mais je crois que c'est pas le sujet là en l'occurrence. Réaction juste rapide dans un instant, Kevin Bossuet, mais d'abord avec vous, Alexis Bachelet, on vous a pas encore entendu sur ce débat, l'émotion et après quoi. Oui, d'abord effectivement il faut s'incliner devant l'émotion que provoque ce drame humain, c'est d'abord ça le sujet. Après, bien effectivement, on peut avoir toute une série de débats sur le maintien de l'ordre, le rôle de l'autorité judiciaire, la loi, est-ce qu'elle est suffisamment répressive concernant les délits commis sur la route ?
la délinquance et les criminels au volant, il y en a beaucoup malheureusement. Il y a trop encore de morts sur nos routes. Il y a aussi, là évidemment c'est un gendarme, mais il y a aussi des piétons qui se font écraser, je vais pas dire tous les jours, mais enfin bon, ça arrive quand même assez souvent. Il faudrait pas non plus que sous le coup de ce fait divers dramatique, on oublie aussi tout ce pan de délinquance routière qui touche tout à chacun. Aujourd'hui, n'importe qui d'entre nous. C'est la récidive qui fait réfléchir en réalité par rapport au profil. Ce qui peut faire réfléchir, c'est le parcours délinquance répété et prononcé, dont semble être la victime le gendarme. Il semblerait que c'est quelqu'un qui était un délinquant routier, qui était connu effectivement chevronné. Donc après, est-ce que les outils législatifs permettent de traiter ce type de cas de manière suffisamment efficace? Je pense que c'est très compliqué. Et moi, dans ce moment-là, j'ai pas envie effectivement d'ouvrir la boîte aux polémiques sur tous les sujets. Je pense qu'il y a des sujets qui nécessitent aussi du temps de réflexion. Là, il y a un moment d'émotion. Je pense qu'il faut la partager. Et puis après, prendre le temps de réfléchir sans jeter immédiatement tous les sujets très. Tout à fait. On conclut sur ce sujet, effectivement, Kevin Bossuet, et puis après on va passer à la politique. Non, mais moi, quand j'entends parler d'instrumentalisation, ça me fait doucement rigoler. Qui a instrumentalisé, par exemple, la mort de Naël? Et on regrette tous la mort de ce jeune homme. C'est évidemment la gauche. La vérité, c'est que la gauche jette la suspicion sur notre police. Quand vous prétendez que la police tue, c'est extrêmement grave. Ça, de même, vous dites, est-ce que je peux terminer? Je suis de gauche. Juste d'un mot, Alexis Bachelay. Oui. La gauche, la police, non. Ah bah c'est ce qu'a dit M. Boyard. Il peut y avoir des gens dans une frange de la gauche ou d'autres formations politiques qui tiennent un discours de défiance systématique envers la police. Ça n'est pas mon cas. Ça n'est pas le cas de Benjamin. Donc halte aux généralisations et aux raccourcis. Ça c'est la gauche totalitaire, la gauche qui ne laisse pas terminer ce qui s'exprime. Donc ça, mais je continue. Vous avez dit, Kevin Bossuet, ce que vous souhaitez. Donc il y a une partie de la gauche en effet qui nous raconte que la police tue, et vous avez une autre partie de la gauche qui ne tient pas ce discours, mais qui va s'allier avec des gens qui nous racontent que la police tue. Donc un petit peu de cohérence idéologique. En outre, il y a quelque chose qu'il faut signaler. Quand j'entends qu'une partie de la gauche serait du côté de la police, regardez ce qui se passe au niveau de nos policiers municipaux, où vous avez beaucoup de municipalités, comme à Nantes ou à Lille, qui refusent d'armer nos policiers municipaux. C'est-à-dire que une partie de la gauche aime la police quand minoritaire. La police on a beaucoup de communes dont les polices municipales sont armées aujourd'hui. Et si on est dans cette situation-là, c'est à cause d'une idéologie complètement laxiste qui fait de nos policiers des gens qui forcément font le mal. Le laxisme ambiant, c'est la gauche. Juste Benjamin Lucas, député Nouveau Front Populaire des Yvelines, vous êtes visé par les attaques ici de Kevin Bossuet. J'ai pas attaqué M. Lucas. Indirectement, si, voire directement. Je les prends pour moi parce que moi j'ai consacré une grande partie de mon engagement à combattre les contrôles discriminatoires, un certain nombre de violences policières, et pourtant je suis arrière-petit-fils de gendarme et j'ai un immense déjà violence policière, s'il vous plaît, Kevin Bossuet, laissez finir Benjamin Lucas. Un immense respect. Il n'existe pas de violence policière. Tous les fonctionnaires qui servent la puissance publique et l'État, dont nos policiers, nos gendarmes, comme nos enseignants, comme nos soignants, je pense qu'ils sont indispensables. Indispensables à la République, et que je préfère un système dans lequel on a une police républicaine, et justement, je veux qu'elle puisse être exemplaire, je veux qu'elle puisse susciter la confiance de ses concitoyens. Et moi, vous savez, il y a deux façons de voir les choses. On peut, comme ça, débiter des slogans, des anathèmes et faire de l'idéologie, on peut regarder la réalité en face et les problèmes en face. Moi, la réalité, c'est que je suis élu de quartiers populaires dans lesquels des mamans ont peur, quand leurs gamins de 15 ans croisent des policiers, alors que ces gamins n'ont rien fait, alors que ces mamans n'ont rien fait. Et ça me dit, moi, comme élu, que je dois trouver une solution pour que personne ne se sente pas en situation de confiance quand il y a la police, dont la fonction, dont la vocation, dont même, je vais vous dire, dont l'engagement, bien sûr, et des policiers armés, bien sûr, il n'a rien à se reprocher en général. Il n'a pas à avoir peur de la police. C'est pas vrai, ça, c'est un slogan facile. Non, mais je vous dis qu'il y a aujourd'hui, et je termine par cela, il y a aujourd'hui une réalité qui est que il y a un rapport compliqué dans notre pays entre la population et sa police, et je ne m'en satisfais pas. Et donc je cherche à la fois, je vous l'ai dit, notamment sur le maintien de l'ordre, les réponses politiques, les réponses pragmatiques, notamment en regardant ce qui se fait ailleurs, mais en regardant aussi ce que peuvent être des propositions d'organisation de police elle-même, des propositions d'élus locaux eux-mêmes, ce qui permet à la fois de protéger mieux nos fonctionnaires de police et nos concitoyens, et de créer un lien de confiance pour que nous ayons la police républicaine la plus parfaite qui soit. Je crois que tout peut s'améliorer. La police, l'école, l'hôpital, et je veux travailler à cela, et c'est pas c'est pas vos caricatures qui me font changer d'avis. S'il vous plaît,
vous plaît. Kevin Bossuet, on poursuit les débats. On poursuit les débats. Dans un instant, Kevin Bossuet, Benjamin Lucas, Pierre Cordier, Alexis Bachelet. Dans un instant, tout autre sujet. On reviendra sur cette course folle à Matignon. Juste un mot pour terminer sur ce sujet. Rappelez que la porte-parole de la gendarmerie nationale sera sur Sud Radio à 12h30, dans un peu plus d'une heure, pour revenir sur ce drame. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre avis fait la différence. J'adore vos invités, la variété de vos émissions. Voilà. Je suis bercée par le rythme de Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 10h-13h, Benjamin Glaise. Les débats de l'été avec nos débatteurs du jour. Benjamin Lucas, député nouveau Front Populaire des Yvelines. Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Pierre Cordier, député droite républicaine des Ardennes. Et Alexis Bachelet, adjoint à la mairie de Colombes, ancien député des Hauts-de-Seine. Venons-en à la politique. Pas de fumée blanche. Donc du côté de l'Elysée, Emmanuel Macron n'a toujours pas nommé de nouveau Premier ministre. Après la fin des consultations hier, rebelote. Le chef de l'État a décidé de convoquer de nouvelles consultations. Aujourd'hui, une seule certitude, Emmanuel Macron écarte l'option d'un gouvernement issu du nouveau Front Populaire au nom, je le cite, dans son communiqué hier soir, de la stabilité institutionnelle. Benjamin Lucas, LFI, les Insoumis appellent à une grande mobilisation dans la rue le 7 septembre prochain pour, je cite, faire face au coup de force d'Emmanuel Macron. Est-ce que les écologistes seront présents à l'occasion de cette grande mobilisation ? Moi, je serais de toutes les démonstrations de fermeté à l'égard du chef de l'État pour qu'il entende raison et qu'il joue son rôle et qu'il cesse ce coup de force anti-démocratique. J'organise d'ailleurs moi-même dans ma circonscription jeudi à 18h un rassemblement devant la gare de Mantes-la-Jolie pour celles et ceux qui voudraient s'y rejoindre, pour la démocratie, pour le respect des urnes. On est finalement là... je prenais cette image, mais comme si on avait un enfant qui, au pied du sapin de Noël, découvre un kit du petit chimiste, et puis, à force de mélanger les produits, les ingrédients, de se prendre pour un sachant qui sait tout faire, qui est vraiment formidable, à qui on explique depuis toujours que c'est un génie, et surtout a priori, il sait pas faire, il n'arrive pas à sortir de la passe, Emmanuel Macron. Sans lire la notice, en l'occurrence la Constitution, on vient à faire exploser la maison. Et la maison, c'est la démocratie. C'est ça aujourd'hui, Emmanuel Macron. On a tous été horrifiés quand on a vu Trump contester le résultat des urnes, essayer d'entraver un processus démocratique. On a tous été horrifiés par cela. On a tous dit que vraiment, pourvu que ça n'arrive jamais en France. Et on a aujourd'hui une dérive trumpienne du président de la République qui est extrêmement préoccupante. Moi, je ne croyais pas. C'est-à-dire dérive trumpienne. Écoutez, Emmanuel Macron refuse de respecter la séparation des pouvoirs. Il a organisé un détournement de l'élection de la présidente de l'Assemblée nationale en permettant à des ministres démissionnaires de participer à une élection au Parlement. C'est-à-dire qu'ils sont ministres et parlementaires. Ils le sont d'ailleurs. On vient de battre un record depuis la 4e République. Le président de la République, sa fonction et de nommer un Premier ministre, pas de le choisir, c'est une différence sémantique constitutionnelle qui a son importance. Les consultations du président de la République ne sont prévues nulle part dans la Constitution. Ce qui se passe dans le huis clos élyséen, là, ne peut pas remplacer le Parlement. On sait qu'un gouvernement est censuré quand une motion de censure est votée. La preuve de la censure, c'est qu'elle est votée. Tout ce qui reste avant, c'est déclaratif. J'en veux pour preuve que nous avons vécu pendant 2 ans des situations que nous n'avions pas prévues. Moi, 20 minutes avant que la motion de rejet sur la loi immigration soit votée, j'en étais le porteur, donc je peux en parler. On me disait, et des conseillers très influents, des observateurs très avisés de la vie politique française, médiatique, conseillers ministériels, disaient non, ça passera pas, on a fait les comptes, on est sûr. Donc on ne sait jamais ces choses-là. Le président, ce qui est plus grave, et je termine par cela, c'est que le président s'est retrouvé là à être finalement le télégraphiste d'une coalition qui va de l'extrême droite au centre droit, en passant par le MEDEF, qui explique que la gauche est illégitime par principe à gouverner, même quand elle est en situation de majorité relative à l'Assemblée nationale. Et je termine juste, les choses doivent se faire dans l'ordre. Que tout le monde puisse avoir la parole aussi, Benjamin Lucas, ceux qui gouvernent, c'est la coalition en tête. Il n'y en a pas d'autres. La droite républicaine vous le dira mieux que moi. Il ne souhaite pas faire de coalition avec monsieur Macron, et je les comprends et je respecte cette position. Il n'y a donc qu'une coalition en situation de majorité relative, c'est le nouveau Front Populaire, et ensuite c'est au nouveau Front Populaire, texte après texte, sujet après sujet, censure après censure, motion de censure après motion de censure, de démontrer qu'elle est capable de s'inscrire dans la durée et de gouverner. C'est comme ça que ça doit se passer. Alexis Bachelet, est-ce qu'Emmanuel Macron est dans son rôle ici en décidant d'écarter le nouveau Front Populaire de la course à Matignon ? Non, à l'évidence, il outrepasse le rôle d'arbitre que lui confère la Constitution de la Ve République. D'ailleurs, c'est comme ça que le général de Gaulle l'avait imaginé. Et en fait, on voit bien que le président de la République refuse finalement une cohabitation que pourtant les électeurs lui ont imposée. Le camp présidentiel a été largement battu
lors de ces élections législatives. D'ailleurs, je lisais que 35 députés du camp présidentiel avaient été sauvés grâce au Front républicain, donc grâce aux voix... Grâce à la gauche. De la gauche, notamment qui des aujourd'hui doit être... beaucoup de députés de gauche qui ont été élus grâce à des retraits de la République En Marche. Un peu moins. Un peu moins. Mais il y en a eu aussi. Non mais, attention, il y en a eu aussi. Je crois même savoir qu'il y a des députés de la droite républicaine qui ont pu être élus suite à des retraits de candidature. Donc, au fond, le Front républicain, il a bien fonctionné jusqu'à ce que Emmanuel Macron s'aperçoive qu'il a plus de majorité. Et là, d'un seul coup, il fait tout pour éviter de nommer un Premier ministre nouveau Front populaire. Alors au démarrage, c'est vrai qu'il y a eu les épisodes de qui pourrait être Premier ministre. Ça, c'était donc au début, c'était facile. Dire ah oui, mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, le nouveau Front populaire. Bon, finalement, on arrive à se mettre d'accord sur Lucie Castet et pas Casse-Tête. Le Casse-Tête, c'est plutôt pour le président de Macron. Oui. Et puis après, il y a eu les oukases. Alors on nous disait ah oui non mais alors attention hein, là s'il y a des ministres LFI c'est l'extrême gauche, c'est les méchants, on n'en veut pas au gouvernement, on censurera. Jean-Luc Mélenchon dit bah écoutez si vraiment c'est ça le point de blocage, c'est déjà arrivé d'ailleurs dans l'histoire parlementaire. Hein, les communistes souvent ont soutenu sans participer, parfois d'autres forces politiques ont soutenu sans participer. Alors oui, mais alors ça va toujours pas. C'est-à-dire que, alors on se demande finalement à quelles conditions Emmanuel Macron accepterait de nommer Lucie Castet Premier ministre. Je pense qu'en fait il y en a pas. Je pense qu'on est dans une volonté du président de la République de tordre le bras du suffrage universel. Et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que les autres forces politiques devraient s'inquiéter aussi. Parce que imaginez, vous, député de la droite républicaine, si la droite républicaine avait été dans la situation du nouveau Front populaire. C'est-à-dire vous êtes en tête, vous avez 200 députés. Vous êtes encore loin, mais ça peut arriver. Qu'est-ce que vous auriez demandé ? Vous n'auriez pas demandé à ce que le Premier ministre soit issu de vos rangs ? Moi, je vais vous dire, je vais même plus loin. Je trouve que c'est même encore plus inquiétant. Rapidement. C'est que je pense que si Jordan Bardella et le Rassemblement national avaient eu 200 ou 250 députés, donc pas la majorité, je pense qu'Emmanuel Macron l'aurait nommé à Matignon. Donc là, il y a quand même quelque chose d'extrêmement inquiétant et je ne comprends pas ce discours qui consiste à dire « Ah non, mais on ne peut pas nommer tel Premier ministre parce qu'il va être censuré ». Non, je suis désolé, ça n'existe pas. On est censuré quand on est nommé, qu'on se présente devant l'Assemblée nationale et qu'il y a des motions de censure déposées et votées. Toute autre situation, c'est de l'extrapolation. Je vois Pierre Cordier qui est en train de bouillir. Je vais vous poser une question. Je vais poser une question à Pierre Cordier. La réponse, elle arrive juste après ça. On laisse passer une petite pause de publicité. Et puis, votre réponse, on l'attend de pied ferme. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Les débats de l'été avec nos débatteurs du jour. Je vous les présente à nouveau. Benjamin Lucas, député nouveau Front populaire des Yvelines, porte-parole du groupe écologiste et social. Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Pierre Cordier, député à droite républicaine des Ardennes. Et Alexis Bachelet, adjoint à la mairie de Colombes, ancien député des Hauts-de-Seine. Alexis Bachelet, vous avez interpellé juste avant la pub Pierre Cordier, député de la droite républicaine des Ardennes. Si la droite avait été la place du nouveau Front populaire, en gros avec une majorité certes mais relative, comment la droite républicaine aurait réagi si Emmanuel Macron n'avait pas nommé un Premier ministre de votre camp ? Écoutez, on va pas faire de politique fiction ce matin. On n'a pas gagné les élections non plus. Mais la gauche ne les a pas gagnées non plus. Merci. Et le Rassemblement national ne les a pas gagnées non plus. Donc aujourd'hui, Emmanuel Macron se trouve dans une situation particulièrement compliquée dont il est le responsable. Et moi, je le dis depuis un certain nombre de jours, il faut que Emmanuel Macron, le président de la République, se pose la question par rapport à lui-même et à sa position. Et moi, je le dis que si on ne trouve personne, et même si Madame Castet avait été nommée Premier ministre, en tout état de cause, son gouvernement aurait eu une durée de vie sans doute la plus courte de la Ve République. Donc, à un moment ou à un autre... Il aurait été censuré, effectivement, oui, il aurait été censuré rapidement. J'entends nos amis parler, je suis comme vous l'actualité. En fait, dans ce pays, il n'y a pas une seule gauche, il y a plusieurs gauches. Qu'est-ce qu'il y a en commun entre François Hollande et Louis Boyard ? Je vous pose la question. Ils se sont massacrés à l'occasion des élections européennes dans l'hémicycle. Moi, je suis député depuis 2017. Je peux vous dire qu'ils n'allaient pas tous en vacances ensemble. Et aujourd'hui, ils font mine d'être copains, on top, et on va faire un gouvernement parce qu'on est 190 sur 577. La politique, c'est aussi un petit peu des mathématiques. Donc, en réalité, la durée de vie de ce gouvernement... Non, mais nous, on est 40... Mais nous, camarades, on est 47. Donc, et vous aimez comme jamais. Non, on s'aime pas comme jamais.
nous on a été très clair avec Laurent Wauquiez, on a dit, on a des propositions à faire, on a été les premiers à monter au créneau pour dire voilà ce que l'on souhaite, mais on ne participera pas au gouvernement. Mais moi je le dis, Emmanuel Macron doit se poser la question de ne pas rester simplement aux manettes de ce pays. On aurait une élection présidentielle anticipée, à laquelle il pourrait d'ailleurs être candidat, des législatives derrière, et les choses seront plus simples. Non, pas de législatives derrière. Kevin Bossuet, juste en un mot, le président de la République aurait pu... on peut pas dissoudre. Oui, précision. Non, on peut pas dissoudre. Ouais. Enfin, c'est un point très important. Pour le raisonnement de notre collègue, il faut lui rappeler que demain, il y a une élection présidentielle, l'Assemblée nationale restera encore ce qu'elle est jusqu'au mois de juin suivant. On ne peut pas redissoudre. C'est constitutionnel. Voilà. Donc, la présidentielle, malheureusement, ne résoudrait pas forcément la crise politique en l'espèce. Après, je sais pas, mais le président de la République aurait pu quand même nommer un gouvernement issu du nouveau Front Populaire, Kevin Bossuet, au moins, voilà, pour qu'il prenne ses responsabilités, assumer cette majorité. Non, parce que la gauche n'a pas gagné les législatives. La gauche le nouveau Front Populaire a 193 députés, ce n'est qu'une majorité très relative, et comme vous l'avez très bien dit, monsieur le député, si Macron avait nommé Madame Castex à Matignon, de toute façon, ça n'aurait pas tenu. Et j'en veux pour preuve, par rapport à ce qui s'est passé au niveau de l'élection de la présidence à l'Assemblée nationale, où les députés du nouveau Front Populaire n'ont pas réussi à faire élire leur candidat André Chassaigne, puisque c'est Madame Yaël Braun-Pivet qui a été élue, ce qui montre bien que le nouveau Front Populaire est dans l'incapacité finalement de composer des majorités. Et une chose aussi, quand on regarde les résultats, 70% des Français n'ont pas voté pour le nouveau Front Populaire. La vérité, c'est que vous avez des gens de gauche qui sont minoritaires au niveau idéologique dans la société, qui se sont dit super, on va faire un coup d'État, sur le et SMIC, justement nous sur on va prendre le pouvoir. Parce que j'entends parler de coup d'État pour Emmanuel Macron, le véritable coup d'État, c'est le coup d'État du nouveau Front Populaire qui essaye de s'emparer du pouvoir, alors que la gauche a perdu les élections. Benjamin, Lucas, juste savoir, réaction, et puis est-ce que le nouveau Front Populaire peut réellement élargir sa majorité, parce que c'est ça tout l'enjeu en fait. Écoutez, moi je n'ai jamais cru qu'on pouvait élargir une coalition, tout simplement parce qu'il y a 3 blocs à l'Assemblée nationale qui portent des projets antagonistes, des projets contradictoires. Je le dis très clairement, on n'est pas à l'arrière d'une épicerie on est capable de se rassembler sur des sujets. On a parlé tout à l'heure du droit aux vacances. Je suis sûr que mon collègue Cordier, quand j'irai le voir avec la proposition qu'on a construite à TD Carmonde, il la regardera avec bienveillance, et puis on arrivera peut-être à trouver des compromis. Ça, on a proposé avec Laurent, avec Laurent Wauquiez, on a un catalogue de 13 propositions qui sont très claires. On peut s'entendre aussi avec vous. Ça se passe dans la vie de tout Parlement, et je vais vous dire, même dans la précédente législature, il est arrivé sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution, sur des questions de santé pour les jeunes, qu'on soit capable de se rassembler à l'occasion de votes. Ça, c'est une chose. Donc moi, j'ai jamais cru à cette fable de l'élargissement. Vous m'imaginez, on nous a reproché pendant l'élection législative d'être l'alliance de la carpe et du lapin. Et là, on voudrait faire une coalition des contraires. Vous imaginez, dans un gouvernement avec Madame Borne qui a fait la réforme des retraites, dont je pense que la priorité absolue, c'est de l'abroger. Vous imaginez que je ne vous imagine pas avec Louis Boyard non plus. Mais donc, je vais vous dire une chose très simple. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure les gauches. Attends, je te coupe, parce que par rapport à ce que tu viens de dire, il y a, à mon avis, aussi peu de points communs entre toi et Elisabeth Borne qu'entre toi et Louis Boyard. Excuse-moi de te le dire. La gauche, elle est plurielle, pour reprendre cette expression de 97, peut-être. Mais en tout état de cause, entre Séguin et Madeleine, il y avait des différences importantes. Philippe Séguin et Alain Madeleine n'ont jamais été dans le même gouvernement. Si, pour Alain Madeleine, de façon très courte. Dans la même majorité. Il n'était pas dans le même gouvernement. Je voudrais proposer à ceux qui nous écoutent une grille de lecture. Vous entendre, oui. Parce que j'entends plein de choses sur qui serait capable ou pas de gouverner, d'être censuré ou pas censuré. Puis on peut faire de la politique fiction. Comme ça, je peux vous dire, avec tel ministre dans tel gouvernement, on aurait ceci, on aurait cela. Ça se passe pas comme ça. On est dans une situation inédite que nous subissons avec mon collègue Cordier. C'est pas nous qui avons décidé de dissoudre quand l'extrême droite était au plus fort. C'est le président de la République qui avait envie de cohabiter avec monsieur Bardella. Pas de chance pour lui, le barrage républicain a fonctionné, pas de chance pour lui, la gauche s'est unie, c'est l'histoire de la gauche que d'être capable de se retrouver quand l'essentiel est en jeu, et je m'en réjouis, je suis un unitaire pour ma part. Et donc on est dans une situation qui avait été prévue nulle part. Aucune école de journalisme ne l'avait anticipé, aucune formation d'aucune université permanente de parti politique n'avait envisagé cette hypothèse, et aucun cours à sciences politiques n'avait préparé ce scénario. Et donc il faut fonctionner avec des principes. Le principe, quel est-il ? On regarde la composition de l'Assemblée nationale. Bon, il y a donc une coalition qui certes n'a pas de
majorité absolue, mais M. Macron n'avait pas non plus la majorité absolue dans le mandat précédent. 190, c'est pas 250. Donc il faut me dire quel est le bon nombre. Est-ce que c'est 210? Est-ce que c'est 192? C'est simplement pour faire passer des textes. Donc il y a une coalition qui est en tête. Je préférerais qu'elle ait 100 députés de plus. Ça me faciliterait la vie à votre micro. Le rêve, c'est gratuit. Évidemment, le rêve, c'est gratuit, donc il faut rêver le plus possible. Et juste... Il n'y a de majorité absolue disponible pour personne. On est tous d'accord là-dessus. Ensuite, il n'y a aucune coalition alternative à celle-ci, puisque Monsieur Wauquiez, et c'est son droit, et vous dites qu'Emmanuel Macron doit nommer un Premier ministre et un gouvernement. Non, s'il vous plaît. Oui, mais que tout le monde puisse avoir la parole. Donc, s'il vous plaît, Monsieur Wauquiez a dit qu'il ne souhaitait pas gouverner avec Monsieur Macron. Et donc, il n'y a qu'une coalition. Encore une fois, il y a deux choses différentes. Il y a qui gouverne et ensuite comment ça se passe au Parlement. Qui gouverne, la réponse doit être simple, c'est la coalition qui est en tête. Et ensuite, nous l'avons dit, c'est le Parlement qui fera son travail. Et donc, de fait, dans le Parlement, par le jeu d'amendements et débat parlementaire, soit on arrivera à convaincre, soit on devra faire des compromis. S'il vous plaît, Alexis, que tout le monde puisse avoir la parole. Alexis Bachelet, la question là, c'est qu'on a des consultations qui redémarrent aujourd'hui, qui ont déjà redémarré pour essayer de sortir de l'impasse. Quelle est la solution aujourd'hui? La question, elle est très difficile, très ardue, mais quelles seraient les solutions possibles qui se présentent à Emmanuel Macron? En fait, on a l'impression que Emmanuel Macron fait tout pour retarder le moment de la clarification. Le moment de la clarification, c'est qu'il va falloir qu'il nomme un ou une Premier ministre. Enfin, une Première ministre ou un Premier ministre. À ce moment-là, cette personne-là, elle aura un parcours, elle sera soutenue ou pas par des forces politiques, d'ailleurs, parce qu'il pourrait choisir un profil extra-parlementaire, même extra-politique, finalement. On ne sait pas. Aujourd'hui, on est dans l'expectative la plus totale. Et en fait, on a l'impression qu'Emmanuel Macron joue vraiment de ce pouvoir que lui confie la Constitution de nommer un Premier ministre. Alors lui, il pense que c'est le Premier ministre qui doit être le plus confort pour lui. Je pense que il devrait nommer plus confort pour lui, qu'il ait encore la main, quoi. Exactement. En fait, la vérité, c'est qu'Emmanuel Macron n'accepte pas le résultat des élections européennes, donc il a dissous. Législatives, donc il tergiverse. Et en fait, Emmanuel Macron, aujourd'hui, effectivement, ça a été dit par Pierre Cordier, va devenir un problème. C'est-à-dire le comportement du président de la République va devenir un problème s'il refuse la clarification issue du résultat des urnes. Ça n'est pas quelqu'un qui a un comportement démocratique. Il n'a pas une éthique démocratique qui est en tout cas à la hauteur de sa fonction. Le président de la République, il n'est pas là pour jouer et contourner le vote des Français et essayer de dire j'ai perdu au tirage, je vais au grattage ou l'inverse. Il est là normalement pour mettre en œuvre les attentes du suffrage universel. Alors qu'effectivement, il n'y a pas de majorité, ça lui facilite la tâche parce qu'il peut effectivement faire durer pendant 40 jours le plaisir. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il nomme une personnalité. Et si cette personnalité n'est pas Lucie Castet, ça va rajouter de la crise à la crise. Je suis désolé de le dire. Et si ça avait été quelqu'un de droite, si la droite républicaine avait eu 200 députés, j'aurais tenu le même discours. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'intérêt des boutiques, c'est pas l'idéologie, comme mon voisin les citoyens, de gauche, les gens, c'est pas l'idéologie, je vois pas. C'est l'intérêt du pays. L'intérêt du pays, pardon de vous le dire, vous êtes parlementaire, c'est qu'il y ait un gouvernement, que le pays soit dirigé. Après, on sait très bien que si c'est Lucie Castet, elle pourra pas mettre en œuvre le programme du nouveau Front populaire à la virgule. Elle n'a pas la majorité, donc il faudra qu'elle trouve des accords avec les gens qui veulent l'accord. Au cas par cas, sur des textes, sur des mesures. La droite républicaine dit nous, Lucie Castet, parce qu'elle est de gauche, c'est hors de question. Si d'autres groupes parlementaires disent ça, c'est pas possible de travailler avec elle, eh bien, les Français seront éclairés sur l'ouverture et la capacité à travailler ensemble des uns et des autres. Et si on repasse aux élections l'année prochaine, eh bien au moins on aura Kevin Bossuet, la responsabilité là, on est dans une situation très clairement d'impasse. Encore aujourd'hui, Alexis Bachelet nous dit Emmanuel Macron joue la montre, il reste au centre du jeu, c'est sa volonté. Voilà, il n'accepte pas le résultat des urnes. Aujourd'hui, la responsabilité face à cette situation politique, c'est quoi? C'est une responsabilité de la part du président de la République lui-même uniquement? Est-ce que les partis ont une responsabilité aussi là-dessus? Je crois que Emmanuel Macron voit l'intérêt de son pays. Emmanuel Macron a vu la dangerosité du programme du nouveau Front populaire qui est minoritaire dans l'opinion, puisque je le rappelle que 70% des Français n'ont pas voté pour ce programme. Et surtout, il veut une stabilité pour son pays. Et la stabilité, c'est la capacité à trouver une majorité au sein de l'Assemblée nationale, ce qui est incapable de faire le nouveau Front populaire. Donc j'entends ici et là du blabla habituel et machin. Enfin bref, on s'en fiche. L'important, c'est l'intérêt du pays. Et à un moment donné, il faut sortir de ces petites querelles politiciennes et voir ce que l'on peut faire. On peut pas faire grand-chose parce qu'en effet, c'est compliqué de trouver des majorités au sein de l'Assemblée nationale. Peut-être faire appel à un gouvernement
gouvernement d'élus locaux, plus pragmatique, plus sur le terrain, qui pourra notamment régler le problème de beaucoup de Français, ou un gouvernement technique. En tout cas, on sait très bien que la France est ingouvernable pendant 1 an. Il n'y aura pas de grande réforme. Il y aura sans doute une dissolution dans 1 an. Il faut prendre son mal en plaçance. Et je pense que ce qui dégoûte notamment les Français, c'est toutes ces petites querelles politiciennes. Quand vous avez Monsieur Attal qui appelle à voter pour les candidats du Nouveau Front Populaire et qui maintenant dit on censure s'il y a quelqu'un du Nouveau Front Populaire dans un gouvernement, ce n'est pas audible. Quand je vois Monsieur Xavier Bertrand qui se prétend de droite, qui appelle à voter pour un communiste et qui maintenant nous raconte que le programme du Nouveau Front Populaire c'est horrible, ce n'est pas audible. La vérité, c'est que les Français en ont ras-le-bol de ces petits blabla politiciens. Ils sont dégoûtés, ils ont envie de vomir en entendant cela et ils aimeraient bien qu'on règle leurs problèmes. Et là, on n'y est pas du tout. Kevin Bossuet, Pierre Cordier, Benjamin Lucas, Alexis Bachelet, on reste ensemble. La dernière ligne droite de ces débats de l'été. On poursuit justement ces débats à propos de Matignon. Qui pour gouverner? Quelle suite donner à tout cela? Est-ce qu'on est dans une impasse? Comment en sortir? On continue d'en parler juste après ça. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Les débats de l'été, 11h50, avec nos débatteurs du jour. Suite et fin, Benjamin Lucas, député Nouveau Front Populaire des Yvelines, porte-parole du groupe écologiste et social. Pierre Cordier, droite républicaine, député des Ardennes. Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Alexis Bachelet, adjoint à la mairie de Colombes, ancien député des Hauts-de-Seine. Juste pour un mot sur ce point-là, j'aimerais vous entendre, Benjamin Lucas. Emmanuel Macron, vous avez lu son communiqué, bien évidemment, qui tend la main aux socialistes, aux communistes et à vous, les écologistes. Il vous demande de parler, de discuter avec les autres forces politiques. Est-ce que vous avez l'intention ou pas un jour de vous détacher tout simplement des Insoumis? Mais pour qui se prend-il, Emmanuel Macron? Il est président de la République, il n'est pas Premier ministre en charge de former un gouvernement, il n'est pas chef de parti politique. C'est quand même hallucinant, ce communiqué est hallucinant. Il sera étudié dans les manuels d'histoire, dans les manuels constitutionnels, mais pas pour les bonnes raisons. D'ailleurs, à la fin, il dit même « ce vote les oblige » en parlant des partis politiques. Mon gars, c'est quand même celui qui a décidé la dissolution. Quand même, il a décidé la dissolution au moment où l'extrême droite était la plus forte dans ce pays, au lendemain des élections européennes. Ça veut dire qu'il se préparait à cohabiter avec Monsieur Bardella. Et là, il refuse à la gauche de cohabiter. Et en plus, il vient se mêler de nos affaires. C'est pas à Monsieur Macron de décider de la façon dont la gauche se rassemble. La gauche a su être unie contre sa réforme des retraites, contre sa loi immigration. Elle reste unie et solidaire parce que nous partageons ensemble, vous l'avez dit, malgré nos nuances, parfois nos différences, notre pluralité. Je pense que c'est une chance d'ailleurs, la pluralité et la diversité, y compris dans la vie politique. Mais nous partageons l'aspiration à abroger la réforme des retraites, à augmenter le SMIC et les salaires, à faire la gratuité des fournitures scolaires. On va être au moment de la rentrée scolaire. Je pense là aussi que nos compatriotes, leur préoccupation première, c'est pas de savoir comment Monsieur Macron reprend la main dans je ne sais quel jeu cynique, y compris dans son rapport de force. En vrai, dans son rapport de force interne avec Gabriel Attal, parce que on a vu ce qui se jouait là, c'est l'avenir du leadership au sein du centre droit ou de la droite libérale dans ce pays, puisqu'on voit bien les dissensions entre les uns et les autres depuis la dissolution et tout ça. Monsieur Macron ne tient plus rien, parce que d'un mot, si Monsieur Macron voulait la stabilité, c'est le grand mot à la mode. D'ailleurs, c'est pas son rôle, la stabilité du Parlement, c'est au Parlement de s'en occuper. Mais si Monsieur Macron voulait la stabilité, il demandait à ses parlementaires de ne pas voter la censure contre un gouvernement de Madame Castet. Et puis ça se faisait comme ça. La vérité, c'est que Monsieur Macron n'a plus d'autorité sur rien. Je pense même sur son chien à l'Élysée. Alexis Bachelet, là, ce qui se joue en ce moment, c'est l'après-Macron déjà? On est déjà en train de s'irailler à ce niveau-là? Moi, je ne sais pas, parce que de toute façon, l'après-Macron, il a commencé au moment où le président a été réélu. Il a un mandat à exercer, mais il peut pas se représenter. Donc on sait que dans ces types de situations, dans son camp, on a bien vu que très rapidement, il y a quand même une course à l'échalote entre Gérald Darmanin, Gabriel Attal, Bruno Le Maire et beaucoup d'autres. La porte semble ouverte, là, très clairement. Et là, maintenant, il y a même une bagarre pour savoir qui sera le chef du parti présidentiel entre Elisabeth Borne et Gabriel Attal, qui lui-même est déjà président du groupe à l'Assemblée nationale, tout en étant encore Premier ministre. Alors le pompon, si je puis dire, ça aurait été qu'il arrive à accumuler Premier ministre, président de groupe et président du parti. Alors là, c'était Maduro, aurait pas dit mieux, quoi. C'était parfait. Parti unique, c'est le même chef partout. Non, mais faut être sérieux à un moment donné. À un moment donné, il y a quand même l'esprit des institutions. Il y a des votes qui ont été exprimés dans un Parlement qui a été reconfiguré. Bon, encore une fois, ce qui est bien, c'est que à ma gauche, Kevin Bossuet a donné un peu le ton de ce que pense Emmanuel Macron. C'est-à-dire, Emmanuel Macron, effectivement, aujourd'hui, pense comme Kevin Bossuet pour des raisons, alors cyniques ou idéologiques, je ne sais pas. Kevin, c'est idéologique. Macron, je pense que c'est plutôt cynique, qu'il faut pas nommer quelqu'un du Nouveau Front Populaire. De plus en plus, il est attaché à sa réforme des retraites. Non, mais parce que finalement, c'est très idéologique. finalement, ça acterait
un échec, semble-t-il, qu'il a du mal à admettre. Parce qu'effectivement, le nouveau Front Populaire a réussi à se faire élire beaucoup de députés parce qu'il est contre la réforme des retraites, parce qu'on veut des mesures sur le pouvoir d'achat. Donc ça crante un petit peu, c'est un contre-direction par rapport à ce qui a été fait. Et Macron, il veut pas revenir en arrière, il veut pas changer de direction. Donc effectivement, il dit non, en tout cas, ça sera pas le nouveau Front Populaire, ça remettrait trop en cause ce en quoi je crois et ce que j'ai fait depuis que je suis élu depuis 7 ans. Bon, très bien, mais moi ce que je dis, et je le dis aussi d'ailleurs à Kevin Bossuet, c'est un déni démocratique. Ce que fait Emmanuel Macron, que vous le vouliez ou non, je le répète, dans n'importe quel régime parlementaire, on aurait ce type de situation, on aurait désigné le chef de la coalition qui était la plus susceptible de rassembler au Parlement. Après, libre à cette coalition de mettre de l'eau dans son vin pour réussir à fédérer au-delà de son camp de départ, les 30% de députés et le programme. Ouais, et s'il n'y arrive pas, j'aimerais faire c'est la censure Kevin et Bossuet, Macron nomme quelqu'un d'autre. Kevin Bossuet, pour vous, déni démocratique, vous maintenez, Kevin Bossuet. La gauche, enfin une partie de la gauche, sinon je vais me faire invectiver, tente, on vous invectivera, tente de créer un récit qui est totalement fantasque. Je le redis, la gauche est minoritaire dans le pays. Les Français ne veulent pas du retour de la gauche. Quand on voit le programme économique de la gauche, est un désastre sans nom. C'est donc idéologique. Il y a une coalition qui va de l'extrême droite CNews jusqu'à M. Macron, en passant par le MEDEF qu'il a exprimé hier, pour expliquer que la gauche est illégitime à gouverner. C'est le même procès qu'on lui a fait en 36, c'est le même procès qu'on lui a fait en 80, et j'imagine M. Bossuet nous dire, faites attention en sortant du studio que les chars soviétiques ne vous écrasent pas quand vous allez prendre votre taxi. Deux choses quand même. Déjà, on remarque la haine des gens qui sont censés représenter la gauche sur ce plateau, puisqu'ils sont dans les invectives. L'extrême droite CNews et de l'autre, on est sans cesse en train de me caricaturer, de me couper. Ça en dit long en effet sur l'esprit démocratique des gens qui débattent ici. Je vais peut-être vous mettre d'accord. On a quand même une situation qui est trop méchant. Non, mais moi je débatte dans un cadre démocratique. Je ne débatte pas au milieu des invectives et de personnes qui, de haut de leur ère supérieure, tentent de nous imposer un récit qui est rejeté par les Français. Juste d'un mot, on a quand même une situation qui est dingue parce qu'on a Nicole Belloubet qui est ministre d'éducation démissionnaire, qui nous fait une conférence de rentrée là pour nous dire ce qui va se passer, pour nous dire quoi, pour nous dire qu'elle souhaite l'interdiction généralisée des smartphones à l'école et au collège dès janvier 2025. Est-ce qu'on marche pas un peu sur la tête là, Pierre Cordier? Oui, faut dire les choses. En réalité, expédier les affaires courantes, c'est fait quand il y a quelques jours, en attendant la nomination d'un nouveau Premier ministre. En réalité, on est dans une situation totalement inédite qui conduit à ce que la notion d'affaires courantes, alors c'est un peu technique, mais évolue avec la situation finalement institutionnelle de ce pays liée aux résultats des élections législatives. Donc ça peut encore durer. Et si demain, il y a un gouvernement, entre guillemets, technique, avec effectivement des personnes de la société civile, etc., ça va durer comme ça encore pendant une année. Mais je le dis, cette chambre, cette Assemblée nationale est issue des élections législatives. Elle a été voulue par les Français, même s'il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas voté pour un candidat, mais contre un autre, et ça a été rappelé tout à l'heure avec ce jeu des coalitions de je préfère un tel à une telle. Gabriel Attal, il a été très clair dans le cadre de la notion de marche contre le Rassemblement national. Aujourd'hui, effectivement, il a 190 députés de gauche dont il est en partie responsable. Donc il faut aussi dire les choses. Bon, Gabriel Attal, on sait bien qu'il était un peu socialisant dans le passé, mais moi très loin. Oui, mais enfin, il était quand même conseiller de Marisol Touraine, il n'était pas de droite en tous les cas. Voilà. Mais en tout état de cause, moi ce qui m'inquiète plutôt, si vous voulez, et on l'évoquait tout à l'heure, c'est l'avenir du pays et ce qui va se passer pour nos concitoyens qui, sur le terrain, moi comme mes collègues ici, on est tout le temps sur le terrain, on discute avec les gens, mais qu'est-ce que vous foutez, qu'est-ce que vous foutez mais qu'est-ce qu'on vous foutait? On est lié à un blocage et on ne peut pas dissoudre avant une année, ça a été rappelé tout à l'heure très justement, et donc voilà, il faudra faire avec. Donc moi je crois ce qui va se passer dans les prochains jours, c'est un gouvernement très technique qui va continuer à expédier les affaires courantes sans prise de décision courageuse dont le pays a besoin, tant au niveau budgétaire, tant au niveau de la sécurité, tant au niveau de l'immigration. Et je renvoie là très clairement aux propositions qui ont été faites par Laurent Wauquiez il y a quelques semaines. Et ben voilà, on conclut ces débats de l'été. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Alexis Bachelet, adjoint à la mairie de Colombes, ancien député des Hauts-de-Seine. Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Merci à Benjamin Lucas, député nouveau Front Populaire des Yvelines. Merci à vous également, Pierre Cordier, député droite républicaine des Ardennes. On file dans un instant le retour des débats de l'été avec les infos. C'est Maxime Trouleau qui nous rejoint. À tout de suite.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.